He takes his hat, his gloves, and his cane. He takes his hat, his gloves, and his cane. He hurries down the alley. He takes his hat, his gloves, his cane. His gloves, and the night, it's right, and it's the night when the go, it's right, it's going to Bienvenue dans les agités du Merci bocal. Aussi à ceux qui nous regardent chez eux. C'était à eux que j'étais en train de parler. Excuse-moi Alexis. Regarde, il y a un rouge là-bas. Ah ouais? Ah ben, j'en ai un ici, c'est curieux. C'est malin. Et on est content aussi de vous recevoir ici pour applaudir bien sûr les agités du bocal. Les invités, c'est Jean-François, plus tard. Sidonie, Thierry Teston, Ben, Mademoiselle Zouzou et Julie Destroy. Alors, Et bien sûr, les invités, là j'avais été un peu trop vite. Qu'on le sache, sur la plage, cet été, la grande mode, ça sera plus le volley, mettre de la crème sur le dos des filles, non, c'est le beach soccer, c'est ça qu'il va falloir faire. Le beach soccer en français, ça veut dire le football de plage. Ça nous vient du Brésil, de Rio. En France, il y a une famille qui s'empare un peu du phénomène, la famille Cantona, bien connue, et nous accueillerons avec plaisir Joël Cantona. Nous allons aussi recevoir dans cette émission un rappeur qui sort son deuxième album. Immense. Il est immense, il mesure 1m99, c'est vrai. La Fouine qui est là avec nous. Alors là, il y a quand même une crise d'hystérie là. Il y a des fans. Il y a des vrais fans de La Fouine. Pour nous accompagner tout le long de l'émission, un acteur extrêmement populaire. Il s'est fait connaître avec des grosses comédies, Le ciel, les oiseaux et ta mère, Jet Set, Ripou, et tant d'autres. Et depuis un certain temps, il assume sa passion pour l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Il est Jean de La Fontaine dans La Fontaine qui sort mercredi. Merci d'accueillir Laurent Deutsch. Laurent Deutsch. Laurent, merci d'être là. Salut, ça va? Ouais, ça roule, ça va. Impeccable. Est-ce qu'il est normal que les filles se mettent à hurler quand tu arrives quelque part de cette manière? C'est la coupe de cheveux. Incroyable. Ouais, c'est la coupe au gel. Mais vous criez pour Laurent Deutsch? Mais c'est pas du tout un sexe symbole, vous êtes pas... Mais pourquoi vous criez comme ça? On a le droit de mesurer moins d'1m70 et de plaire aux filles. Hein. Tu nous excuses pour le décor, c'est pas la grande galerie de Versailles, mais... Non, ça va, ça claque. C'est un peu plus la galerie des glaces, un peu quand même. Ouais. Il y a des chandelles, il y a des chandeliers, on va être cosy, on va être feutré, ça va Tu être vas très voir, sympa. l'ambiance est très sympa surtout. On va commencer avec Stéphane qui s'interroge. Moi j'adore les de savoir- poissons, donc tout va bien. Qui s'interroge de savoir si tu peux vendre quelque chose. Enfin, si on peut vendre quelque chose avec toi. Eh ouais, on est sur le service public, mais il y a Il des y en a un annonceurs... il va falloir les Il y en a qui ont convaincre. essayé, hein. Ah, c'est vrai qu'il y en avait qui ont essayé. Allez, on va s'asseoir, merci. Laurent Deutsch. Merci, attends. Embrasse, attends. Attends. C'est tellement beau le bonheur, on n'ose pas interrompre. Hein. Bon, est-ce qu'on va vendre avec Laurent Deutsch? C'est la question qu'on se pose avec tous nos invités. Ce qui est cool avec Laurent, c'est qu'on peut d'emblée rassurer tous les annonceurs parce que ce mec a déjà cartonné dans la pub. Vous le savez peut-être pas, mais mesdames, messieurs, vous avez devant vous le plus gros vendeur de yaourt des années 90. Bravo! Alors attention, hein, parce que vendeur de yaourt, ça peut faire un peu vulgaire, mais il y a yaourt et yaourt. C'était le début des années 90, c'était le yaourt à boire, ça s'appelait le Yop. C'était un vent de liberté qui soufflait sur le monde du yaourt. D'un seul coup, on n'aurait plus besoin de cuillère. Vous imaginez? Un vrai truc de rebelle, un vrai truc de Jones, quoi. Alors on cherchait des acteurs qui fassent rebelle. Mais pas trop non plus, hein, parce que c'est le jeune qui boit le Yop, mais c'est sa mère qui l'achète. Donc forcément, si tu tournes un clip avec Booba, qui va braquer la caissière au Shopee, donne du Yop au mauvais garçon, et là, c'est pas possible. Donc, ils avaient trouvé un truc dans le clip pour faire rebelle. C'était pas Laurent qui le faisait, c'était un copain à lui. Il mollardait dans le Yop. Pour pas que les autres puissent le boire. Bon, aujourd'hui, le climat s'est un peu durci, vous savez ce que c'est, hein. On passe juste pour un bouffon quand on mollarde dans son yaourt, on passe plus du tout pour un rebelle. Alors est-ce que Laurent est pourtant cuit pour jouer le rôle de rebelle? Pas du tout. Faut penser à La Fontaine. Vous savez, dans La Fontaine, il y a le rat des villes et le rat des champs.
Mais c'est pareil avec le rebelle. Il y a le rebelle des villes et le rebelle des champs. Alors, le rebelle des villes, on le connaît, c'est celui qu'on voit à la télé, dans les clips, genre Puff Daddy, avec un Porsche Cayenne énorme, dans le coffre un jacuzzi intégré, des filles en string livrées avec. Mais forcément, quand tu vis à la campagne, dans un village de 150 habitants, 70 ans de moyenne d'âge, tu peux pas t'identifier à Puff Daddy. À la limite, tu peux un peu te tripoter en pensant aux copines de Puff Daddy, ça c'est possible, mais tu te paieras jamais le Porsche Cayenne. Non, ce que veut le mauvais garçon à la campagne, lui, c'est une mobilette qui fait du bruit. Et ça, la série spéciale Laurent Deutsch, à mon avis, Ah, je l'ai eu. on va en vendre. Regardez-moi ça. Réveille ton village. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est les performances. 110 décibels garantis. Alors t'imagines, hein, si tu fais ça à minuit, tu traverses le village. Et en même temps, elle roule à 25 à l'heure. Donc ça dure une demi-heure. Enfin, même Puff Daddy, il ferait pas un truc comme ça. À la campagne, c'est des fous, hein, des coups de fourche, des coups de chevrotine, tout peut arriver. Alors, mais en même temps, on peut pas enfermer non plus Laurent dans son personnage de jeune. Mais ça, c'est son visage d'éternel adolescent qui fait ça. J'ai discuté avec son agent, là, en coulisses. Il m'a dit qu'aujourd'hui encore, il recevait des propositions pour tourner dans des pubs. Boîte, hein. Ah oui, toujours, ouais, il Toujours paraît. pas. Le faire fouler encore. Notamment pour des crèmes contre l'acné. Bioctol, tu vois, qu'il écrit beaucoup. Alors, c'est toujours la même lettre. Cher Laurent, demande à tes parents si tu peux tourner dans notre pub. Et quand tu auras 18 ans, tu toucheras ton cachet. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je m'appelle Laurent Deutsch, j'ai 32 ans et je vous emmerde. Oui, il y a que ça à dire. Parce que Laurent, il fait des efforts pour se vieillir un peu. Alors, il joue du classique, il joue Mozart au théâtre. Ah, je me il laisse joue pousser les Sartre. charmeuses, surtout. Sartre, ah ouais, c'est pas ta vraie moustache. Hein. C'est du vrai. On m'appelle le poisson-chat, maintenant. Il a joué ensuite, pas que le Poisson-Chat, il a joué aussi Sartre à la télé, il a joué La Fontaine au ciné. Bref, il a fait un répertoire classique, ce qui fait qu'il plaît toujours aux jeunes. Mais maintenant, il est sur une nouvelle cible publicitaire. Les cheveux bleus. Ouais, ce qu'on appelle les cheveux bleus. Bon, ça, c'est du jargon. En fait, c'est les femmes de plus de 75 ans. Alors, c'est un truc en Occident, les femmes, bah oui, c'est vous les femmes, vous vivez 10 ans de plus que les garçons. 10 ans toute seule, où il y a encore un fond de sexualité comme ça qui s'agite au fond de vous, qui vivote. Mais comment l'exprimer et surtout, quel homme y correspond? Il faut une virilité un peu modérée, viril mais pas trop. Donc par exemple, l'idole des vieilles dames, c'est souvent Pascal Sevran, viril mais pas trop. Ou alors Laurent Romeshko aussi, qui plaît beaucoup aux vieilles dames, c'est celui qui présente les chiffres et les lettres sur France 3. Vu que Laurent, lui, est en plus la classe du cinéma, pourquoi on n'en profiterait pas pour lancer une grande opération spéciale cheveux bleus, spéciale mamie? Regardez un petit peu ce qu'on pourrait vendre. Le Stéradent, qui est le produit classique pour les mamies, pour nettoyer leur dentier. Il suffit qu'on sorte une gamme fraise, citron et menthe, et ça donne envie de rouler des pelles. Alors forcément, faut pas imaginer non plus que Laurent, ça l'intéresse. Hein. Je veux pas avoir de mamies qui font la queue à l'entrée du studio, c'est juste une pub. Bon, le truc, c'est que le succès, Laurent, on sait qu'il l'a, on sait qu'il va le garder. Jusqu'où ça va aller? Moi, je vous le dis, Laurent, à mon avis, ça va aller très loin, c'est le nouveau Lucchini. Déjà, physiquement, il y a ce côté un peu costaud, sportif, là, qui les rassemble. Ils ont un peu une manière de draguer un peu Claire la même. Chazal, vous pouvez pas savoir la possibilité. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu à l'imiter comme ça. Ah, vous allez le faire. Mais déjà, une tactique de drague qui est exactement la même. C'est le dragueur qui parle énormément. Ah ouais, je les saoule tellement qu'à la fin, elle m'embrasse. Exactement. Vas-y, embrasse-moi, vas-y. C'est la bon, même stop. méthode que Lucchini. Stop, vas-y, stop. Il n'hésite pas à dire qu'il lui a chouré. C'est bon. Et il y a d'autres ressemblances, notamment dans le domaine de la culture. Enfin, malgré tout, si on aime Laurent Deutsch et s'il est là, c'est que c'est le mec qui peut nous parler de La Fontaine sans jamais nous saouler, exactement comme Lucchini. Ça n'a pas de prix, ça, à la télé. Parce que la culture, ça intimide tout le monde. Personne n'ose vraiment lire Le Voyage au bout de la nuit de Céline. 400 pages, sans images, ça fait peur. Alors qu'aller voir Lucchini qui lit le texte au théâtre, forcément, on l'a déjà vu à la télé, ça rassure. Ce qu'on pourrait faire pour ceux qui sont très intimidés par la culture et que même Lucchini intimide, on pourrait faire Laurent Deutsch interprétant Lucchini en train de lire Céline. Et là, on a un vrai produit grand public qu'on peut vendre en supermarché. Regardez un peu, le CD est prêt, il n'y a plus qu'à le sortir. Hein, le meilleur de Lucchini, bon, on l'a un peu trafiqué pour accentuer la ressemblance. Avec bien sûr La Fontaine à l'envers et les tubes de Johnny, comme le faisait Fabrice Lucchini. En tout cas, Laurent Deutsch est là avec nous pendant 1h30. Pendant 1h30, on n'aura pas envie de zapper. Et rien que pour ça, on est hyper content. Merci Laurent. Merci Stéphane. Moi, je vous trouve pas encore hyper bon sur l'imitation de Lucchini, pardon. Non, mais Laurent. je vais m'améliorer. J'ai déjà la main là, ça y est, c'est comme Ok. ça, c'était comme ça. Ben est à votre côté, on va vous présenter toute la bande, Salut, Laurent. Laurent. Salut, Il nous mon ami. raconte Ça va des Ça contes va, l'enfant pour grands enfants. Juste en face, Laurent, il va falloir se méfier. Il continue à applaudir à contretemps. C'est son style. Toujours là, on ne l'attend pas. Et perfide et méchant avec ça, c'est Jean-François Kervéran qu'on adore. Face à vous, ce grand échalas qui se la joue, je plais aux meufs parce que j'ai les cheveux en bataille, c'est notre sémiologue. Il Vincent s'appelle- Lindon. Non, Docteur Teston. Et
fin, selon les bonnes vieilles traditions. Le meilleur pour la fin. Exactement, Laurent. Le sushi. Le lait pour la route. J'attends toujours avec impatience ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont encore trouver? Mais c'est la vérité, on va juste dire pourquoi Sidonie est là avec nous. C'est celle qu'on a choisie pour faire plaisir aux invités. C'est-à-dire que les invités peuvent tout lui demander et elle sera là pour leur faire plaisir. Qu'est-ce que tu as imaginé, Sidonie, pour faire plaisir C'est à surtout Laurent? que moi aussi, je peux tout demander, quoi. Ah bon? Donc, Mais aujourd'hui, en tout cas pour Laurent, tu as imaginé 2-3 choses, 2-3 images à lui montrer qui pourraient lui faire plaisir? Je vais déjà faire ma chronique et je trouve ça déjà pas mal. D'accord. Ah oui, vous avez imaginé autre chose en fait. Pas une fille facile non plus. Je dois avoir un golden parachute quelque part. Bon alors Laurent Dutch, on le sait, vous avez rêvé Dutch. Vous avez Dutch, rêvé. oui. Bon, je Allemand. recommence. Je recommence. On fait partie de l'Europe maintenant, c'est bon, c'est le même pays, c'est les étoiles. D'accord, donc je dis Laurent. Ça ira. Appelle-moi Laurie. 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 Tout, on peut tout lui Laurent demander. Dutch, on le sait. Vous auriez adoré, eh bien, embrasser une carrière de footballeur et à 15 ans. Ou autre chose, hein, Ou là autre tout de chose. suite maintenant si vous me diriez. Bah alors, c'est marrant, mais ça m'arrange. C'est charmant. Vous ne pouvez pas faire carrière avec moi, mais merci, je suis extrêmement Elie touchée. Semoun, qui était à votre place il n'y a pas longtemps, s'est pris un énorme râteau, mais c'était fantastique, avec cette jeune fille, donc allez-y mollo. Ouais, ça m'étonne pas Non, mais là, d'Elie. elle n'a aucun goût. C'est une quiche en drague. Mais moi, j'ai un peu la même technique, je parle, on finit par m'embrasser. Ah bah moi je la pose. Tais-toi, y a pas de problème. Hein. Moi c'est bon, dis rien, ça va, y a pas de problème. Ah, ça va être plus dur effectivement. Faut que je reparle de votre Je sombre t'écoute. échec de Au football, footballeur. ouais, Donc à hélas. 15 ans, vous abandonnez quand même tout espoir de footballeur. Et vous avez une explication plutôt jolie pour cet échec. Vous expliquez donc cet échec par ce constat. Eh bien, les sportifs sont formés dans les chênes, bâtis Taillés dans les dans un chênes, chêne. taillés dans un chêne, voilà. Et moi Donc, j'ai été vous taillé êtes dans un gland. dans un gland. Effectivement, Non pardon, excuse-moi, c'est l'uni, vas-y, je dis plus rien. Niquer la Je dis chronique. plus rien, je dis plus rien. Mais elle est écrite là, c'était écrit là, taillé dans un gland. Non, mais- Les tarifs pour la pignon. Sidonie, vas-y, Non, mais c'est reprends vrai la main. que, d'accord, je reprends On reprend parti à pour gland. ce petit. Vas-y, À gland, c'est très facile de reprendre à gland. C'est très très bien. Merci. Donc voilà, le sport ne nécessite pas toujours des qualités physiques exceptionnelles comme vous l'imaginiez. Parfois, avec un peu d'imagination et beaucoup de sadisme, on peut faire des choses assez sympas. Ça y est, moi. Ça y est. Ah non, elle fait plein d'événements. Très fort. Ah, j'adore. Pas bien, où est le sadisme là-dedans? Ici, on peut plus mettre un coup de pied dans un chien, c'est ça? Skull blême. Si vous suivez Mémé, non, mais vous êtes aussi né dans la Sarthe, parce qu'on apprend plein de choses dans Oui. cette émission. Et je crois que dans Dans votre la Sarthe. Sarthe, C'est 72. Qui ne sait pas ce que c'est il a que joué ça? C'est là où tu Sartre, t'arrêtes mais quand il est tu né vas dans la Sarthe. entre la Bretagne et Paris, quand tu Oui. vas à l'île de Ré, Vincent, tu t'arrêtes généralement à l'air de Pirmille ou de Parcé dans la Sarthe pour pisser, c'est chez moi. T'habites dans l'air de... J'habite à côté, ouais, à côté de Les Parcé. odeurs, ça va ou pas? Oh, ouais, ça va. Le vent vient de l'autre J'ai des côté. petites pastilles, si tu veux. Mentholé. Et dans votre région, donc la Sarthe, Ouais. eh bien, enfin, on joue à un sport un peu bizarre. Je crois que c'est la boule de forme, une sorte de jeu régional à base de boules, un peu légère d'un côté, un peu lourde de l'autre. Non, c'est. Non, Oui, c'est le nez, oui. Boule de force, c'est pas à Lyon ça ou... Ah non, c'est vraiment dans votre région. D'accord. Faudrait y retourner peut-être plus souvent. Ouais, ça fait. Ouais, ça... Si, j'y vais un peu Si, encore, quand mais non, puis de toute façon, je suis pas très pétanque et boule, moi. D'accord. Pas très adroit des mains, moi, c'est les pieds. Alors, j'ai Et la peut-être- langue. J'ai peut-être autre chose pour vous en matière de sports régionaux. Eh bien, dans d'autres pays, on fait des choses assez extraordinaires, vous allez voir. Güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Pour rassurer Laurent, parce que là, il n'a pas du tout. C'est le truc d'internet, c'est des. C'est une publicité en fait pour une chaîne de sport qui vous dit que. Ah, ça me rappelle la publicité en Australie, vous aviez vu avec ce mec qui faisait du jumpy avec son pote, du bungee là, l'élastique, il va dans un fleuve, et il fait ouh, il se fait filmer par son copain qui le filme, tu vois, genre enterrement de vie de garçon, et il y a un crocodile qui sort et clac, qui lui pète le bras et la tête. Et le mec, tu vois la caméra qui bouge plus. Et c'est une pub pour de la bière aussi en Australie, mais sur internet quoi. Les images aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut avec, hein. Là, c'est pour une pub pour une chaîne qui Turc. présente des sports régionaux. C'est un peu plus sympa que la boule de fort. Hein. De toute façon, vous connaissez pas la boule de fort. Donc, Non, on va non mais laisser parce tomber que sur la le montagne c'est très plat, la Sarthe c'est très plat en plus. Donc, de D'accord. toute façon on pourrait pas jouer à ça, il y aurait moins de bonnes notes. Hein.
vous avez vu que les internautes, parce que c'est évidemment des vidéos qui traînent sur le net et qui plaisent beaucoup aux internautes, et les internautes sont dingues de sports très dangereux. Et en matière de sport dangereux, je vous ai dégoté une vidéo plutôt sympa, c'est vraiment la vidéo du top 5 des vidéos sur Google les plus regardées. Et vous allez voir que le sport, ça peut être vraiment assez monstrueux parfois. On s'accroche. Sidonie Bonnec. Laurent, si on allait s'asseoir dans les petits fauteuils blancs là-bas, ça serait sympa, non? Ah oui. Allez, suivez-moi, allons-y, on va s'asseoir. Alors, un personnage historique de plus. Oui, La Fontaine. Cette manie de gamin que vous avez de vous déguiser. Ah, j'adore ça, bah, c'est ça, le but du jeu quand on est comédien, c'est de rester à l'âge de l'enfance où on se prenait pour d'autres et on s'amusait, et aujourd'hui j'en fais mon métier, donc c'est parfait. Il y a eu Mozart, vous avez joué Jean-Paul Sartre aussi Ouais. pour la télévision, là, en ce moment vous êtes sur scène au Théâtre Antoine pour une pièce d'Oscar Wilde. Ouais, l'importance d'être constant. Donc ça vous plaît tous ces personnages Ah, historiques? moi j'adore ça, la machine à remonter le temps existe, elle s'appelle le cinéma et j'adore l'emprunter. Il y a des limites à ça? Est-ce que il y a une vieille légende qui court sur Lino Ventura qui dit qu'il ne pouvait pas interpréter des gens dont il n'aimait pas la moralité? Dans l'histoire, il y a beaucoup de gens immoraux. Est-ce que des gros salauds, vous pourriez les interpréter? Je sais pas, je pense que pour reprendre une phrase de La Fontaine, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Et c'est vrai que si j'ai envie d'exprimer quelque chose, c'est souvent par mes productions et par mes compositions. Donc si je produis et compose quelqu'un que je déteste dans la vie, j'aurais du mal à accepter cette idée-là, puisque j'ai envie de laisser une trace par mes compositions et non pas par ma vie de tous les jours. Il y a un personnage historique que vous avez déjà refusé? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. On vous a pas proposé de gros Non, salauds. personne. Non, là, pour l'instant, je me précipite sur tous les projets. Alors, le projet là, c'est La Fontaine, ça sort mercredi prochain, c'est Ouais. réalisé par Daniel Vigne, vous jouez Jean de La Fontaine, on va en voir la bande-annonce. En gros, on est sous Louis XIV, Fouquet, qui était l'intendant du roi, qui était aussi celui qui aimait les artistes et qui plaçait même la culture au-delà du roi, se fait limoger par le roi et surtout Colbert, qui prend un petit peu sa place. Tous les artistes, Molière, Racine et tant d'autres, vont retourner leur veste, vont continuer à se soumettre au roi et à abandonner Fouquet. Le seul, le fidèle, l'insoumis, ce sera La Fontaine. Voilà ce que nous raconte le film. Exactement. C'est un artiste mineur, vous verrez. Il viendra comme les autres, chanter nos louanges et manger dans nos mains. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Toi, au moins, tu t'amuses. Celle-ci, je vais l'appeler La Cigale et la Faune. Mauvais titre. Personne la lira. À demain, monsieur La Fontaine! Je veux briser son orgueil qui le fait clamer partout qu'au-dessus du roi, il y a l'art. Prenez garde, La Fontaine. L'odeur du sang ne fait pas peur. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire. En garde, monsieur. Ni fade adulateur, Ta plume m'agace. ni parleur trop sincère. Tout Paris annonce la parution prochaine d'un recueil de fables où il ferait parler des animaux. Des animaux. Ce monde-là te rendrait heureuse. Ce serait enfin la belle vie. Te faudrait vivre à la cour et tu y perdrais ta liberté. Comment pouvez-vous concevoir que l'art puisse être au-dessus du roi? Vous pouvez lui dire qu'il ne me verra ni renier ni trahir. Alors rien ne changera pour vous. Ni paix, ni fortune, ni gloire. Garde à ce bonheur. Voilà, La Fontaine dans les salles mercredi prochain. Jocelyn Quivrin en Louis XIV, Laurent Deutsch en La Fontaine, Philippe Torreton en Colbert, Sarah Forestier en Perrette, une petite soubrette fort sympathique. Voilà, il y a tout un tas de personnages comme ça. La première vertu de ce film, moi je m'en suis rendu compte en le voyant, c'est qu'on croit tous qu'on connaît La Fontaine. Non, on connaît quelques fables de La Fontaine. On connaît les fables, on connaît pas l'homme. On connaît pas le bonhomme, et finalement c'est ce que on apprend énormément de choses. En fait, on connaît pas La Fontaine, mais il y a peu d'écrits sur la vie de La Fontaine en fait. Il y en a un petit peu, mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'école qui court-circuite un petit peu ça en nous le faisant passer pour un bonhomme un peu espiègle, un peu vieillissant, qui n'a pas eu de jeunesse, qui a surtout pas eu à être confronté à l'adversité, à des combats. On l'imagine assis comme ça sur les salons confortables de Versailles, à raconter la morale et la vie aux enfants par le truchement des animaux et des fables. Et c'était tout autre. Les fables de La Fontaine n'étaient pas destinées aux enfants, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, mais elles étaient destinées aux adultes. Elles se récitaient pas comme des sketchs pour le théâtre, elles se le disaient dans la rue d'une manière subversive et pamphlétaire, un peu comme des histoires drôles assez violentes pour exprimer un petit peu toutes les rancœurs et toutes
les Mais c'est opinions, justement- objections qu'on peut faire sur le pouvoir en place. C'est justement ça qu'on découvre dans le film. En tout cas, moi, je ne l'imaginais pas. C'est l'insoumis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un Il est qui totalement insoumis, Il est insoumis au roi, à Colbert, au pouvoir, et il va résister par la culture en créant ses fables. Parce qu'il a fait assez peu de choses finalement avant ses fables. Il se révèle en tant qu'auteur dans l'adversité, dans le combat, en créant les fables. Avant, c'est un mec qui essaye plein de choses. Il fait des contes érotiques, libertins, des contes philosophiques, mais il est médiocre. Et c'est quand il va s'opposer à Louis XIV, restant fidèle à Fouquet, et surtout en servant l'art et en disant que c'est pas parce que ce monarque qui est un tyran absolu va tout vouloir réorienter et guider à sa main qu'on devra s'y soumettre. Il va vraiment préparer un contre-pouvoir, une résistance de tous les instants pendant toute sa vie. Et les fables seront le témoignage de ce défi relevé à Louis XIV. Alors ce qui est drôle aussi, c'est qu'on apprend comment il les écrit, ces fables. C'est presque du stand-up de l'époque. On croit comme ça que ça peut glisser sous sa plume. C'est une écriture hyper efficace, hyper particulière, La Fontaine. Et ce qui est amusant, c'est qu'il testait ses fables auprès de tout un tas de gens, des femmes Exactement. souvent. Et en plus, il les écrivait par morceaux. On le voit à un moment donné, il lit un vers, le vers d'après il dit je l'ai pas mais c'est pas grave, il lit le troisième, le quatrième, et si le troisième et le quatrième plaît, il va trouver le deuxième après. Ouais, Et tout on voit commence par la fin. La gestation, la création des fables avec La Fontaine commence par la fin. Il commence par sa conclusion et après il remonte le fil pour raconter une histoire, pour broder autour. Mais Alors le plus important, c'est la fin. Ce qui m'a surpris, alors je sais pas si c'est une indication de réalisateur, c'est que je l'ai trouvé peu charismatique, ce La Fontaine. Je sais pas pourquoi, j'avais une image de lui plutôt la Cyrano de Bergerac. Je me suis dit, La Fontaine, je sais pas, c'est un éloquent, c'est un mec hyper charismatique, il arrive dans une pièce, on le regarde. Dans le film, c'est tout l'inverse. Il est discret, il est dans son petit Ouais, mais coin. c'est justement parce qu'il était dissimulé et qu'il jouait un jeu de dupe un peu avec le roi qu'il a pu s'exprimer. S'il avait été ouvertement un Cyrano de Bergerac, un éloquent, il aurait été en prison à Pignerol comme la plupart de ceux qui s'opposaient au régime de l'époque. Donc il a dû être comme un funambule entre deux précipices, qui était celui, le premier funeste, de renier l'art et d'accepter de faire comme Louis XIV, et le deuxième de critiquer ouvertement Louis XIV et de finir dans les fers. Alors c'est marrant parce qu'il y a des parallèles à faire un petit peu entre La Fontaine et vous. Justement, cette discrétion. Vous êtes un acteur qui tourne beaucoup, qui est très populaire, vous faites beaucoup d'entrées, et pourtant... je tourne beaucoup, ouais. Elle est bonne celle-ci. Je la garde cette vanne, je la garde cette vanne, je la garde. Elle est pour moi, j'achète la vanne. Et pourtant, je sais pas, quand on cite des noms comme ça, des comédiens qui sont en vogue, c'est pas forcément le vôtre qui arrive. Donc vous aussi, vous faites preuve de discrétion. Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Non mais je sais pas, on Qui c'est entend... qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit ça? Vous voyez bien le côté... Quel est le méchant qui t'a dit ça? Non mais c'est pas méchant que de le dire. Ça ne vous empêche pas de Non, ce qu'il y a, tourner, c'est que d'être moi, depuis populaire et de faire 3 des ans, entrées. depuis 3 Plus ans- que d'autres, genre des Magimel, des Duris, qui sont des gens qui sont peut-être un peu branchés, dont les noms reviennent, mais qui font pas forcément autant de films que vous et pas autant d'entrées. Oui, enfin, je me comparerai pas à eux, mais quoi qu'il arrive, moi, depuis 3 ans, je suis pris au théâtre tous les soirs, et je peux pas faire un film quand je joue au théâtre le soir. C'est trop. Quand je jouais Mozart, le rôle était trop magistral pour ne pas m'épuiser dans la soirée. Donc si en plus j'avais une double vie en tournant dans un film, ça passe par des choix. Et le théâtre, c'est une école où on apprend énormément. J'y étais pas avant, j'y suis Moi je depuis pensais que c'était 3 un ans. choix personnel de discrétion. Ça pourrait être ça aussi. Disons que c'est On dans n'a le pas tous travail. envie d'être C'est dans le star travail. Non, system. non, j'ai une recherche d'exigence dans mon métier qui m'impose de pour l'instant être au théâtre. Et le théâtre, c'est des marathons beaucoup plus longs qui s'étalent dans le temps. L'importance d'être constant, ça fait 1 an que je la joue tous les soirs pendant 3 heures. Et c'est plein. Donc je tourne pas. Et c'est plein. Et donc je tourne pas pendant ce temps-là. Je peux pas me le permettre. J'ai pas le physique. J'ai été Alors- taillé dans un gland, comme dirait Sidonie. On découvre aussi un La Fontaine coureur de femmes, coureur Ce de qu'il jupons. était, ouais, c'était Pas assez n'importe quel littéraire. jupon, plutôt il aime bien les soubrettes, plutôt La Fontaine. Enfin, il aimerait bien aussi arriver à séduire les grandes femmes du monde, des grandes femmes du monde qui vont l'aider d'ailleurs, qui vont aller lire ses fables au roi alors qu'il n'a pas accès à la cour et qui vont comme ça conserver un rapport un peu implicite entre le roi et La Fontaine sans qu'ils ne se croisent jamais. Et donc vous c'est plutôt... Les femmes vraiment ont un rôle majeur vraiment historiquement dans cette partie du XVIIe siècle. Il y en a même une la duchesse d'Orléans qui le fait bosser comme serveur pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il C'est sera juste un serviteur prétexte. chez la Sablière, ensuite, un peu chez la duchesse d'Orléans, mais ensuite chez la marquise de la Sablière. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par son insoumission et au roi et à Colbert, il a plus les subsides Et de il a plus l'État. rien, il a plus rien, il a d'argent. plus de mécénat. Donc heureusement qu'il a ses femmes pour l'aider. Et celles qui prendront et qui seront cette espèce de contre-pouvoir, il faut vraiment voir qu'avec Louis XIV, c'est très simple. Toute la cour et tous les puissants, on leur coupe les ailes, on leur fait mettre des perruques et on les met à la cour à Versailles. Et on les rend complètement inoffensifs. Et celles qui vont prendre l'opposition à leur compte et refuser cette totale, ce tout pouvoir de Louis XIV, ça sera les femmes, notamment la marquise de Sévigné. Et qui, par les salons, continueront à favoriser la culture, à essayer d'engendrer sous forme de mécénat, engendrer des auteurs et à surtout maintenir l'art en éveil et non pas soumis au bon vouloir de Louis XIV. Mais il est hyper romantique parce que même s'il est coureur, il est quand même très romantique. Donc il a cette Perrette qui va le suivre assez longtemps, qui est interprétée par Sarah Forestier. Et vous aussi, vous êtes hyper romantique. J'ai lu un truc qui m'a halluciné. Je ne J'ai eu savais un prix pas. à Cabourg, ouais. Acteur romantique avec Jean-Paul Sartre, binoclard. Ouais. Sans vouloir, hein. C'est pas à ça que je faisais allusion. J'ai lu ça quelque part. Vous avez comme ça été amoureux pendant 13 ou 14 ans d'une femme sans qu'elle le sache, ou en tout Ouais. cas qu'elle s'en aperçoive. Ouais. Donc, je trouve- Ça a été c'est l'erreur de romantique. ma vie, ça.
C'est d'un romantisme. Enfin, maintenant, je suis heureux absolu. parce que la deuxième personne de qui je suis tombé amoureux, je lui ai dit et on est ensemble, mais... Et la première, vous l'avez pas dit? Non, j'avais 15 ans, c'est resté jusqu'à 23 ans, peut-être pas 15 ans, ça a duré 8 ans, quoi, voilà. Ouais. Pendant 8 ans, je la regardais tous les jours, je l'accompagnais, je faisais tout, hein. Je faisais ses courses, je remplissais le frigo, je saluais son mec, je sortais le chien. C'était horrible. J'étais Cyrano, là pour le coup, j'étais un Cyrano de Bergerac, quoi. Enfin, Dans ouais, l'ombre ouais. du beau Christian. Comment il s'appelait dans Cyrano? Christian. Mais j'arrive pas à comment c'est possible pour vous. Tiens, j'en refais une du coup. J'ai le droit, j'ai fait une bonne remarque. Je sais pas, 8 ans, c'est long quand même. Vous pouvez pas, je sais pas, lui déclarer votre flamme. J'ai jamais osé, non. Ah bon? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est aussi... avec tous ces textes classiques, il fallait emprunter des mots à des grands auteurs. Ouais, mais c'est quand on érige une femme sur un piédestal, on a l'impression que quoi qu'il arrive, on va faire une connerie, on va dire une bêtise, et elle est devenue surhumaine, quoi. On l'a sublimée. C'est un peu d'ailleurs avec La Fontaine le risque qu'on avait, quoi. C'est se dire que ces héros qui sont vraiment au panthéon de la gloire de nos auteurs, le XVIIe siècle, c'est le siècle de référence de la culture littéraire française. Interpréter un mec qui était de chair et de sang et qui finalement en même temps était une icône. Comment ne pas écorner cette image, quoi, et de les faire comme ils étaient, joueurs, coureurs, séducteurs, paillards, faire de Racine, Molière, Corneille, Boileau, comme ça, des buveurs et des joueurs. À jouer aux cartes dans c'était des la bars, vérité, hein. C'est quoi. la mode du poker en ce Et moment. c'est mais difficile, il y en a qui ont du mal, ça fait grincer des dents. Comme je Ouais. discutais avec un mec qui est normalien, qui a aimé le film, et qui me disait, mais quand même, La Fontaine, c'est pas possible, il était pas comme ça. Si, il était ça, il était même pire que ça. Il était infidèle à sa femme, il a même pas reconnu son fils. C'est un jour dans un salon, un mec est venu le voir, il a dit, tiens, bonjour, vous me ressemblez. Le mec fait, oui, oui, je suis votre fils. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est marrant, C'est cette passion pour l'histoire, c'est pas une posture que vous avez, vous adorez vraiment ça. Ah, On va le j'adore. voir tout à l'heure, vous adorez les rues de Paris, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et ça se voit dans votre carrière, vous êtes fait connaître par des grosses comédies, et de plus en plus, je vois bien que tout ce que vous acceptez, ça a toujours trait à l'histoire. Vous préparez même un film sur Fouquet. Sur Nicolas Fouquet, ouais. Ouais. Ça vous vient d'où? Ah ben c'est depuis tout petit. Ma passion pour Paris, c'était quand j'étais donc dans la Sarthe où il y avait 200 habitants. Et j'avais le bonheur de, comme tous les enfants, j'avais un peu peur du noir, un petit peu peur comme ça de l'isolement. On a tous ce petit cafard du dimanche soir. Et quand j'étais à Paris, je montais à Paris voir mes grands-parents qui habitaient à Bobigny. Je suppliais mes parents de pas prendre le périph', mais de traverser la ville pour voir tous les néons, les pharmacies, les carottes, des tabacs, et puis les gens, quoi, une foule d'anonymes, de gens qu'on a envie de rencontrer, de croiser. Et on s'est dit, il y a des vies entières dans des rues, quoi. Et voilà, donc j'étais amoureux de ça, amoureux de ce bouillonnement, de cette richesse. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans un aquarium et comme un poisson dans l'eau à Paris. Bon, bah, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur La Fontaine, allez voir le La Fontaine de Daniel Ving avec Laurent Dodge, entre autres. Comme d'habitude, avant de retrouver Stéphane qui va prendre ma place, on va passer par l'ANPT Spectacle. C'est notre partenariat pour lancer de jeunes artistes. Aujourd'hui, un peintre qui répond au nom de Michael Jackson Pollock. Un peu chelou. Bonjour, je suis Michael Jackson Pollock et je suis artiste peintre. Ma spécialité, c'est la peinture sur papier. Bougez pas, j'en finis, j'en ai pour 2 secondes. J'ai fini, tu veux voir? Bah fais pas cette tête, c'est comme ça que l'art te voit. L'art, c'est pas un chemin tout droit comme ça qu'on suit, non. Des fois, l'inspiration, on se laisse emporter. Et toi, tu m'as beaucoup inspiré. Beaucoup. En fait, j'ai découvert la peinture grâce à ma mère à l'âge de 3 ans. Elle m'a oublié plusieurs fois dans un musée. Je ne sais pas du tout qui a fait cette dernière toile, mais je dois dire que je suis assez ému. L'art n'est jamais figé, ça ne se joue pas toujours avec des pinceaux. Le plus important, c'est les tripes qu'on met dedans. Alors aujourd'hui, on peint avec des tripes. Il y avait un côté de Django Edwards un peu, Michael Pollock. Ouais, mais c'est quelqu'un de réellement inspiré, je pense. Là, Ah ouais, Django, ouais, c'est ouais. plus un clown, et là, on sent que c'est un vrai artiste. Un créateur. À qui on a donné une NPT chance. a du boulot. On parle de sexe, de mort et d'argent. C'est le moment dans l'émission où on cherche à faire grimper l'audience à mort. En même temps, attention, rien de racoleur, c'est juste les sujets importants de la vie, les trucs qui peuvent nous obséder, le sexe. On sinon y serait pas pense, en hein, vie. La Fontaine le premier. Ah voilà, l'argent qui gouverne le monde et la mort qui nous attend tous. Vous, il y a un sujet sur ces trois-là qui vous obsède plus que les deux autres. Il y a 3 fiches. Oui, peut-être la mort, oui, la mort. On met ça en dernier? Oui. Alors du coup, c'est avec l'argent qu'on commence. Ouais. Votre premier salaire, vous l'avez gagné comment? C'était la Pubiop, je crois. C'était ça votre premier? Ouais, 97. Mais avant, vous aviez déjà été acteur pourtant. Non, avant je faisais pas l'acteur. Ah si, j'étais livreur de pizza. À Budapest.
Qu'est-ce que vous faisiez, livreur de pizza à Bah, Budapest? c'est parce que j'ai mon cousin qui est livreur de pizza là-bas, et puis comme évidemment moi je parle avec un accent terrible, il a dit tiens, et qu'ils n'avaient pas encore l'habitude, c'est en 93 ou en 94, pas tellement l'habitude que ce soit des étrangers qui les servent. Ils avaient halluciné de voir un Français comme ça qui leur apportait la pizza. Il y a un côté capitaliste d'un coup chez les Hongrois là. Ils étaient contents. Ouais, et, ils étaient assez fiers. et votre premier salaire, vous en avez fait quoi du coup alors? Je l'ai bu. Ouais, comme ça. Aujourd'hui, vous gagnez combien? Oh, je sais pas, suffisamment pour vivre, trop pour en parler, et pas assez pour être tranquille. Ah oui, vous ne pouvez pas arrêter sec maintenant et... Non, de toute façon non. Ah non, là t'es rattrapé partout là. Ah, par qui? Bah, moi je suis maintenant, enfin mon imposition elle est à 60% quand même. Hein. Donc de tout ce que je gagne, il y a 8 mois de ma vie pour l'État. Donc non, je suis très content. Moi je suis très heureux de payer mes impôts. Je suis très heureux de soutenir l'effort social, de crèches, d'autoroutes. J'ai une partie de l'autoroute A11 qui m'appartient. Je dois avoir 40 km. Je suis ravi. Et le fait de gagner... Non mais ça par contre, je pourrais jamais partir. Et tu vois d'ailleurs, il y a un truc, quand j'ai vu la Coupe Davis là, le week-end dernier, avec Guy Forget qui entraînait les Français, je veux pas lancer un pavé dans la mare, j'ai rien contre Guy Forget, mais le mec il est pas en France quoi. J'ai rien contre ceux qui sont pas français et qui gagnent leur vie en France. Mais Guy Forget, lui, il vit à il a l'étranger. pas représenté le pays. Si tu représentes le pays, tu participes à vous êtes hyper l'activité à cran du pays. là-dessus. Ouais, là je suis intraitable. Je suis un jacobin là-dessus. Il faut payer les impôts, Ouais, même si c'est 60%. Si tu représentes le pays. Après, si tu viens ici pour gagner ta vie, repartir et tout, très bien, ça y a aucun souci. Moi, je suis pour le libre-échange. Mais quand tu représentes la France en Coupe Davis, la moindre des choses, c'est d'être français, enfin, ou d'être fier de cotiser et de participer à la vie de l'État. Donc plus de victoire de la musique pour Johnny à partir de maintenant. Ah ouais. Bah, comme artiste étranger. Voilà, meilleur artiste étranger. Aucun problème. Quel autre métier vous pourriez faire pour gagner votre vie? Pêcheur. Guide, ouais, je connais bien la pêche. Dans un étang, je peux te trouver tout de suite l'endroit où il y a un brochet, où il y a un cendre, où il y a des silures. Je suis super bon pour ça. Tu m'emmènes en Sologne où il y a plein d'étangs. Là, je peux gagner ma vie. Hein. Et vous pourriez, c'est un truc que vous aimeriez faire Ah, j'adore. Pêcher le matin et j'adore. vendre, Moi, c'est mon passe-temps, c'est la pêche. Ouais. C'est mon côté sartois, ça. le plus gros truc que vous ayez volé? Plus gros truc que j'ai, un volant dans un garage. Voler un volant? Ouais, j'ai volé un volant de voiture. Ah oui, c'est parce que pour la rime ou parce que... Non, parce que pour la frime. C'était ça, tu vois, on s'entraînait à voler. voler Qu'est-ce quand on qu'il avait était d'extraordinaire petit. ce volant pour le voler? Bah, c'est super dur à camoufler, va mettre ça, surtout quand t'es taillé dans un chèvrefeuille comme moi, va cacher un volant. Et j'avais réussi à voler un volant. Ah, c'était même pas pour l'utiliser, c'est juste pour le défi? Comme des cons de mômes, voilà, on volait mais on se servait plus après. Aujourd'hui, vous volez plus du tout? Non, je vole plus. Même pas un petit truc? Non, je vole plus. Ma copine, elle vole. Non, je te jure, ça m'énerve. Mais pas avec vous. Vous avez trop les Si, goûts de dire, si, ah, si, c'est si. Laurent Dutch qui a volé un truc. Elle vole des trucs, elle se met des bracelets, elle se met des boucles d'oreilles, elle sort du magasin, elle me regarde après. Eh, t'as vu? Je supporte pas. Je ramène les trucs, je passe pour un con. Et enfin, à qui donnez-vous cet argent qui vous embarrasse parfois un peu? À qui je donne, j'essaie d'en faire profiter autour de moi, avant tout évidemment les miens, ma famille, ma sœur, mon frère, mes parents, et puis dans des gestes Vous avez équipé quotidiens. en électroménager, en immobilier, en voiture, tout Ouais, le ça, monde? ça va, je suis bien, ouais, ils sont bien, ils sont tranquilles. Hein. Ils ont des voitures avec des jantes et tout, ils sont bien. Mais non, puis j'essaie d'une manière un peu discrète de participer à certaines associations aussi. Discrétion, ok. Sur le sexe, est-ce qu'on sera aussi discret? Quel est votre Vas-y, animal? je vais me déplier. Quel est votre animal sexuel? Le serpent. On n'a pas hésité, ça, sur le serpent. Et pourquoi le serpent? Parce qu'il se déplie. Ah, tout simplement. Et après, il y a différents types de serpents. Bah, Boa Joey Star, constrictor. Joey Star, c'est l'anaconda, par exemple. Ah bah voilà. C'est juste en dessous, quoi. Ah ouais, moi aussi, on m'appelle la demi-baguette. Hein. Ah, c'est pas un animal, enfin bon, c'est pas grave. Non, mais ça se déplie. C'était quand et comment la première fois avec votre demi-baguette? Ah, c'était super tard, j'avais 21 ans. Je voulais être amoureux. C'était en plein dans votre crise d'amour, 15-23 voilà, ans. je voulais absolument être amoureux, donc au bout j'ai mes amis qui m'ont dit écoute, vas-y, arrête, de toute façon, elle veut pas de toi, elle le sait pas, donc là, laisse tomber, trouve-toi quelqu'un d'autre. Et puis voilà, ça a été avec une personne pour qui j'avais des sentiments, et ça a été merveilleux. Ah oui, merveilleux. Elle avait le double de mon âge, c'était extraordinaire. Voilà. Avez-vous déjà éprouvé du désir pour quelqu'un du même sexe? Non. On laisse toujours un peu de silence, voilà, pour le moment où le mec se ravise. Quand j'étais petit, Albator. Ah oui. J'avais 12 ans. Il était un peu ambigu, Albator, c'est vrai. Avec cette mèche sur le côté, avec la cicatrice et tout, ça j'aimais bien. Il avait un problème avec les filles. Hein. Et le truc qui était marrant, c'est Bruno Bellone, le joueur de foot de Monaco. Ah ouais, vous kiffiez Bruno Bellone? J'adorais, j'avais la même coupe de cheveux que lui, la nuque longue et tout, et 3-0, c'est un hommage à Bellone, quoi. Je voulais la nuque longue comme Mais lui. quoi, vous aviez envie de prendre une douche avec Bellone? Non, mais le truc, quand je rêvais quand j'étais petit, on rêve tous quand on a 10-12 ans, tu vois, qu'on est avec la plus belle fille de l'école et que voilà, et que ça se passe bien. Il y a une prise d'otage dans l'école, mais t'es là et tu tapes le mec et puis tu t'en sors et elle t'embrasse à la fin pour te remercier. Et moi, je mettais Bellone à ma place. Je dis, vas-y, sauve-la, je te jure, c'est vrai. Il y avait Albator et Bellone, je fais sauvez-la. Et moi, j'étais super fier parce que c'était mes copains. C'était un peu ambigu par rapport à Bellone, tu penses maintenant? C'était peut-être pas ambigu, en tout cas, j'avais une admiration presque proche de la confusion des genres.
On sait que maintenant c'est plus nécessaire, mais pour quelle somme vous pourriez vous prostituer? Jamais, je me prostitue pas moi. Ah ouais. J'ai pas de prix. C'est sûr ça. Ouais. Jamais. Ah non, jamais, jamais. Acteur, c'est un peu ça quand même. Ah oui, par contre, dans mon métier. Mais mon métier, c'est autre chose. Mon métier, c'est une apparence. On fait semblant dans le métier. Rien à voir avec la vraie prostitution qui est. Je crois que c'est Guitry qui disait que, contrairement aux prostituées, les actrices se prostituent, enfin, elles donnent leur corps et leur âme. Mais moi, je pense pas. Je pense que les acteurs, c'est tout le contraire. On arrive justement à faire la part des choses. Si on parlait de la mort, pour commencer, est-ce que vous avez déjà failli mourir? Ouais. Ouais, quand j'étais petit, un accident de voiture assez grave, ouais. Une voiture qui s'est pas arrêtée sur une nationale et on a explosé, on a été dans un arbre, le mec en face est mort, et nous, ça a été assez chaud, ouais. Et ça a été jusqu'où, le tunnel blanc vous avez... Ah non, non, moi ça va, non, j'ai perdu connaissance, mais je me rappelle pas, et je suis revenu très vite à moi. Et ça n'a pas changé votre image voilà, de la mort? Sinon, j'ai failli mourir, je suis tombé dans une crevasse quand j'étais petit en ski, et ma soeur m'a sauvé la vie. Et elle avait le bras cassé. Attention, là c'est Cosette. Hein. Elle avait le bras cassé et elle faisait du ski quand même. Enfin, elle avait le doigt cassé. Et elle m'a ressorti de la crevasse par la force de son bras. Bon, c'était un Golgoth, hein, ma soeur était costaud. Et elle m'a sorti avec le ski mouillé. J'étais dans une combinaison et tout. J'allais couler, hein, j'allais calancher et elle m'a sorti. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser au suicide? Ah, une déception amoureuse. Oh, ça va, vous avez été 8 ans déçu, vous n'êtes pas suicidé, c'est pas mal. Mais non, mais je sais, j'ai éprouvé la souffrance et le fait de détester la vie. Il n'y avait rien. C'est terrible l'amour pour ça, c'est totalement exclusif et excluant quoi. Mais vraiment, quand t'es amoureux de quelqu'un, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus les amis, il n'y a plus le sport, il n'y a plus la passion, il n'y a plus le métier, il n'y a plus qu'une femme. C'est horrible l'amour. Sérieusement, vous pensiez au suicide à cette période-là quand vous étiez amoureux? Je pensais pas au suicide, mais en tout cas j'étais profondément malheureux. Et si ça avait continué, si j'avais pas rencontré donc la personne grâce à qui j'ai pu un peu faire ma catharsis et expier ça et passer à autre chose, ouais, je pense que j'aurais pu en tout cas avoir une âme beaucoup plus mélancolique. Bus ou cancer? Bus. Vous préférez être écrasé par un bus ou avoir un cancer? Bus ou cancer? Ouais. Eh ben le cancer c'est chaud. Hein. Le cancer c'est chaud parce qu'avec ce qu'on bouffe depuis une trentaine d'années, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins à l'abri. Le nombre de mecs, moi j'ai 30 ans, qui commencent à contracter des crabes un peu partout, ça me fait assez peur. Et du coup, quand vous imaginez la mort, celle qui vous fait le plus peur, c'est la mort brutale du bus ou c'est la mort La noyade. Ah ouais, ça c'est Ça me fait flipper. Mais il paraît que c'est très agréable. Parce que le corps, non, c'est vrai. Hein. Enfin, j'ai connu un noyé, un mort, qui m'a dit, non mais il paraît que quand tu sécrètes, les mecs qui sont noyés, donc sont évanouis mais ont été ramenés, te disent que tout d'un coup tu as une sensation de chaud parce que le corps sait, il sait que c'est fini, et il sécrète tout ce qu'il y a de morphine, endorphine, c'est là l'effet tunnel blanc, on voit l'amour. Ça se passe super bien. Comme les pendus un peu, tu vois, il y a une espèce de quelque chose de... On hésite entre la noyade et finalement la pendaison, c'est deux manières très agréables de mourir. Voilà, la pendaison. Et enfin, la dernière question, ça concerne la mort. Ouais. Et si vous y pensez souvent, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ah bah j'espère plein de choses, j'espère que c'est que le début. Moi je suis croyant, donc je me convainc de ça en tout cas, je me raccroche à la foi. Vous imaginez ça comme ça? Comment votre arrivée au ciel alors quand vous êtes croyant? Oh bah tranquille, un petit buffet, bon esprit, quelques petites cacahuètes, un petit champomis, non, bon esprit. Bon, ça vient avec Saint-Pierre, on claque la bise. J'espère juste que Saint-Pierre et Dieu vont attendre encore un peu, on a besoin de vous au moins jusqu'à la fin de l'émission, après vous faites ce que vous voulez, bus ou noyade. Merci. On vous laisse le choix, merci en tout cas Laurent. Merci Stéphane. Allez, Laurent et Stéphane vont nous rejoindre à la table. On passe par le coach des agités du bocal. C'est un coach de vie aujourd'hui, le blues avec une tronçonneuse. C'est de la musique, paraît-il. Salut les mélomanes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la musique avec des objets du quotidien. Oh, quelle pureté. Ce son cristallin. Moi, personnellement, ça me gonfle. Moi, pour faire de la musique, j'ai besoin de grands espaces et de mon instrument de prédilection. Allez, vas-y, chauffe, Yvette! Yvette. Tire. Du blues bien gras, bien saignant, comme j'aime. À la semaine prochaine. Mon bras, coach de merde.
Jimmy Destroy, le cause de merde. Donc. Mais comment peut-on applaudir des choses pareilles? Je vous demande d'arrêter d'applaudir, il y a quand même une vieille dame qui s'est fait couper un bras. Je vous demande d'arrêter. S'il vous plaît. Maintenant, en revanche, il conviendra d'applaudir parce qu'on a la chance d'accueillir sur ce plateau quelqu'un qui monte dans le monde du rap, qui vient pour son 2e album. Attention, mesdemoiselles, je sais que vous êtes prêtes à applaudir. Il s'appelle La Fouine. Alors, on fait juste une comparaison avec La Fouine. On se met bien côte à côte, si c'est possible, voilà. Il est grand, il est très grand, et même moi j'étais sur la pointe des pieds. C'est vrai que vu d'ici, c'est limite la tour Montparnasse, quoi. Tant que c'est pas le World Trade Center, c'est bon. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. La Fouine, on vous appelle par ce surnom, c'est pas... On vous présente déjà peut-être. Votre prénom c'est aussi présent. Alors on dit La Fouine. Ça va tranquillement. Son prénom c'est Laouni, mais voilà son surnom La Fouine. Ben, Jean-François, Sidonie, qui a déjà fait tout un numéro de charme à Laurent tout à l'heure, et enfin le professeur Teston. Pour présenter cet album, c'est le 2e. Peut-être parler des artistes, ce que j'ai dit au départ, qui ont accepté de participer à un titre. Booba d'un côté, le roi du hardcore, enfin en tout cas en France. Et puis Amel Ben de l'autre, qui est vraiment la belle voix, plutôt rhythm and blues. Donc c'est les deux pôles de l'album un peu. Ouais, c'est un peu le concept de l'album qui s'appelle Aller-Retour. Il y a surtout 2 ambiances sur cet album. Il y a une partie plutôt calme, où il y a plein de morceaux qui sont plutôt nostalgiques et plutôt sentimentaux. Il y a des morceaux assez speed, assez hardcore, rentre dedans. Un peu plus testostérone, c'est vrai que quand on l'écoute en voiture, on se sent un peu fier, on se sent à peu près à défier tous les autres conducteurs. C'est ma manière d'écouter de la musique et c'est ma manière de la concevoir. Eh ben, c'est un bel album, on en parle dans un instant. Ce qui me fait marrer, c'est qu'à côté de Dutch, vous faites 1m60 en fait, c'est ça. Comment t'as fait ton coup, Laurent? J'ai relevé la tablette, moi. J'ai relevé la tablette. Ça, c'est un comédien, toujours à son aise. Il a bien baissé ma scène. En fait, j'ai des tout petites jambes, mais un énorme tronc. Alors, 3 vertèbres en plus, Laurent. Avant qu'on approfondisse un peu plus l'album de La Fouine, on va passer par le docteur Teston, qui s'est intéressé à la façon d'incarner des personnages historiques. C'est ça, tu veux donner la leçon à Laurent Dutch, alors que c'est quand même... Si j'en choisissais un personnage historique à incarner, ce serait toi, Alexis, je te le promets. Laurent, on arrête avec Vincent Lindon. Il y a quelque chose, hein. D'accord. Le côté On décoiffé va d'Île de Ré, l'enlever après l'émission. D'accord, oui, je sais que tu passes derrière. Je vais le garder, c'est au maquillage, c'est pour ça. Donc, Laurent interprétait un personnage historique, une légende connue de tous, eh bien, c'est le rêve de tout comédien. Il y a des exemples de réussite très marquants dans toute forme d'art, au cinéma comme ailleurs. Par exemple, Gérard Depardieu avec Christophe Colomb, Jamie Foxx pour Ray Charles, Gérard Depardieu avec Balzac, Gérard Depardieu avec Cyrano de Bergerac, Pascal Obispo avec Michel Polnareff, ou encore le commissaire de Taxi avec le général de Gaulle. Et Michael Youn aussi, il fait bien Diams. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui passe. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Laurent, vous êtes un excellent comédien, on l'a dit, et en plus je le pense. Ça clôt. De rien. Et tous les arts majeurs, c'est ce qui m'a frappé, vous ont gratifié d'un personnage historique. Eh bien, pour incarner un personnage historique, il faut savoir disparaître. Derrière lui, cependant, vous semblez avoir quelques difficultés à disparaître. C'est ce que nous allons voir maintenant. J'avais un petit problème avec le halo. Parmi les arts majeurs, le théâtre vous a donné l'occasion de jouer Mozart. Nous allons regarder l'affiche d'Amadeus. Alors, en observant l'affiche du spectacle, tout d'abord, on a l'impression de voir une publicité pour un médicament contre le mal de ventre datant du XVIIe siècle, avec dans le rôle du malade qui fait la tête Jean-Pierre et vous dans celui d'Ulcère. Non, il n'en est rien. Si Jean-Pierre grimace, c'est parce que vous en faites un peu trop et que vous avez du mal à disparaître derrière le personnage. Parce que même si Mozart était excentrique, ce n'était peut-être pas la peine de porter une perruque bouclée, de farcer à trappe et d'être maquillé comme Pierrot Gourmand pour interpréter le célèbre compositeur. En fait, c'est vrai que quand on regarde mieux l'affiche, dans ce costume, vous pourriez aussi jouer Denise Gray, la grand-mère de Sophie Marceau dans La Baume. Ça aurait pu marcher. J'adore Poupette. Voilà. Votre tempérament comique a dans ce cas-là pris un petit peu le pas sur le réalisme historique. Et si Jean-Pierre fait un petit peu la gueule, c'est qu'il le sent bien, d'autant qu'il est enceinte de vous, ce qui doit lui faire un petit peu bizarre. Donc, pour la disparition, cette fois-ci, c'était raté. Une autre tentative, à l'occasion des Amants du Flore. En effet, un autre des arts majeurs, la télévision, vous a donné à interpréter Jean-Paul Sartre. Quand je dis que la télévision est un art majeur, je vois que ça me dérange personne. Très bien, je continue. On peut même faire applaudir cette phrase si tu le souhaites, parce qu'on est à la télévision, donc c'est possible. On le refait? Laurent, s'il vous plaît, enfin, la télé est un art majeur. C'est vrai, tout à fait d'accord.
Les enjeux sont les mêmes aujourd'hui. Télévision et cinéma, c'est les mêmes enjeux. Et les budgets sont les mêmes. Quand on voit ce que fait Junio avec Alibaba, c'est un budget d'un film énorme, une super production française de cinéma. Donc, les Amants du Flore, on vous voit ici en compagnie d'Anna Mouglalis, Oui. dans un costume cette fois-ci un petit peu plus crédible, mais là encore, votre partenaire semble contrarié. Pourquoi? Bah, elle joue Simone de Beauvoir, on l'appelait le Commandeur et elle souriait jamais. Exactement. Alors peut-être que vous avez lu la biographie interdite de Sartre, que vous avez découvert dedans qu'il était atteint de priapisme et que c'est pour ça que vous maintenez la main de la jeune femme sous la table, ce qui peut un petit peu la déranger. Le priapisme pour les jeunes, c'est quand tu as le bâton tout le temps. Je tenais juste à le préciser. Elle est peut-être un petit peu agacée aussi parce qu'on a pensé à elle pour jouer une fille connue pour être vilaine, Simone de Beauvoir, et du coup elle se demande pourquoi c'est pas Olivier Martinez qui joue Sartre. Donc elle fait un petit peu la gueule. Eh bien non, pas du tout, tout comme Jean-Pierre. Elle fait la gueule parce qu'une fois de plus, vous en faites trop. Bon, la coiffure c'est bien, les lunettes pour accentuer le strabisme c'est bien, mais nous avons un problème de ce que l'on appelle en sémiologie une pipe ostentatoire. Alors, il ne s'agit pas d'une attention particulière exercée par votre fiancé en public. Non, une pipe ostentatoire, c'est cette manière que vous avez de tenir en bouche cette pipe, avec ce genre de dire un tanin, je fume la pipe, je suis Jean-Paul Sartre. Alors qu'on pourrait très bien aussi dire, je suis Laurent Deutsch et je ne sais pas fumer la pipe. Donc, encore un petit problème de disparition. Et nous en arrivons maintenant à La Fontaine, au cinéma, cette fois-ci, encore un art majeur qu'on peut applaudir, le cinéma. S'il vous plaît, pour le cinéma. Ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Donc quand on regarde cette affiche, je tiens à préciser qu'il ne joue pas le rôle de Romain Duris dans un film récent. Je parle ce soir de personnages historiques et pas d'un type qui m'empêche de draguer les filles dans le bar en bas de chez moi. Ça, c'est juste pour un petit rappel pour Duris. Bref, Laurent... C'est Olivia qui va être contente. Tant mieux. Laurent... Pas mal, faut dire après de toute façon. Hein. Oui, et en même temps, ça peut m'arranger. Bref, Laurent a su tirer les conclusions de ses erreurs passées. Donc, exit d'abord les partenaires qui font la gueule à côté. Là, vous êtes tout seul sur l'affiche. Pas con. Mais cette fois-ci, c'est vous qui semblez ennuyé. En effet, la production a pu vous payer une perruque, mais pas de moustache. Et c'est vrai que votre pilosité... C'est très bien. Oui. Ça y est, j'y crois. Attends, là, par contre, là, tu me fais vraiment de la peine. Autant depuis tout à l'heure, tu me fais rigoler. Autant si là, tu critiques la moustache, j'ai de la peine. Je suis désolé. J'adorerais, tu vois, j'adorerais avoir ta pilosité. Je ne l'ai pas. Je me bats depuis 15 ans avec. Ça ressemble à quelque chose, quand même. Tu ressembles à D'Artagnan pendant sa puberté. À 12 ans, ouais. C'est vrai que j'arrive pas à lever une épée, de toute façon. Donc c'est ça, que j'imagine effectivement ce problème de pilosité vous a énervé, donc vous êtes peut-être dit pour disparaître que vous allez vous recouvrir de peinture blanche, ce que je trouve un petit peu radical. Ils ont fini le pot trop tôt, ouais. Ouais, à moins que vous ayez l'intention d'interpréter bientôt Gandhi à la radio. Merci. Docteur Peston. Donc on a fait un teasing d'enfer tout à l'heure sur cet album, La Fouine. Comment on réussit à convaincre Booba, Amel Bent d'être sur un album qui n'est que le deuxième album après tout? Booba, ça fait longtemps que je le connais, et Amel Bent aussi, on s'est croisés sur pas mal de plateaux, notamment sur des concerts. Et le premier featuring que j'ai fait, c'était celui avec Amel Bent. Donc j'ai enregistré le morceau sur lequel je chantais au départ tout seul. Et bon, comme ça traite d'une histoire, d'une relation, je me suis dit, bon, il faut que j'invite une fille là-dessus. C'est-à-dire que nous, on vous connaît, enfin moi, je vous découvre sur ce deuxième album, mais vous étiez assez déjà implanté dans le milieu pour avoir déjà les contacts avec les uns et les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle La Fouine. Pourquoi on vous appelle La Fouine? Non, c'est les grands de mon quartier qui m'appelaient comme ça quand j'étais petit, parce que j'étais très futé. Et voilà, je traînais un peu partout, et ils m'appelaient La Fouine. J'étais un peu un rapporteur, tu vois, de ce qui se passe. Pareil, moi aussi on m'appelait La Fouine, je te jure, hein, sans vouloir me coller et tout, je te jure qu'on m'appelait La Fouine, moi, quand j'étais petit aussi. Oh boy. Ah, mais toi, ils t'ont donné un peu d'eau dans ton verre d'eau. Ah bah ouais, mais justement, moi j'étais traîné dans la cuisine. On va faire quelque chose immédiatement. En même temps, il y a quand même une petite protubérance nasale un peu pointue, c'est le point commun. On m'appelait le renard ou la fouine, ouais. Moi, on m'appelait la burne. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc, ça tombe bien, je suis en train de monter un collectif. C'est quoi cet animal? Je connais pas. Non, c'est pas la buse plutôt qu'on t'appelle? Non, la burne. Ah pardon, excuse-moi. Voilà, pour en revenir à ces featuring, voilà, j'ai fait écouter le morceau à Amel, qui a accepté, qui est venu le lendemain directement poser. Et Booba, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Alors, Booba, la première fois où vous avez failli rencontrer, c'est tout, parce que l'histoire, vous l'avez déjà racontée, mais c'est tellement, ça paraît tellement un film. Ouais, c'était en prison. On rencontre pas mal de musicos en prison maintenant, en fait. Non, j'avais 16 ans et je venais d'atterrir à Bois d'Arcy et lui, il venait d'avoir 21 ans, il était passé au Grand Bois d'Arcy, Quartier. c'est donc une prison qui est en banlieue parisienne. Et on était, voilà, on se croisait vite fait. Alors du coup, moi j'ai pas entendu ce que vous disiez, excuse-moi. Ouais, bon, je disais que je l'avais rencontré en prison, j'avais 16 ans et lui... Vous l'avez croisé, vu, sympathisé à ce moment-là avec lui? Non, j'ai pas sympathisé, mais il a sympathisé avec tous les grands de mon quartier, donc il me connaissait sans me connaître. Et voilà, en sortant, j'ai été dans son studio, je l'ai rencontré, il a enregistré son premier album à l'époque, avec Lunatic, son premier groupe. Et voilà, ça va faire 7-8 ans qu'on se connaît, quoi. Donc là, on n'avait jamais collaboré ensemble.
Et je l'ai appelé pour cet album, je lui ai fait écouter le morceau, il a apprécié, il est revenu le lendemain directement, il a posé. Alors le morceau s'appelle Reste en chien. Ouais, Reste en chien. C'est-à-dire quoi ça reste... Ah, il y a des gens qui savent Reste en chien. La fouine, le chien, bon alors... Non, Reste en chien, c'est un Walt c'est une expression pas très méchante. Mais c'est genre, tu vois, par exemple, si ton fils, il te dit « Ouais, papa, je veux la PlayStation 3 qui coûte 600 €. » Ah bah ouais, Reste en chien, ouais, je sais exactement ce que ça veut dire. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. J'ai pas compris, moi. Reste en chien. Reste en chien, c'est une expression qui veut dire « Va-t'en ». Va-t'en, ou reste dans ta galère, ou va-t'en. Bouge de là, quoi. Reste voilà. en chien, l'animal. Ouais, c'est l'expression. Ouais, retourne dans ta niche en quelque sorte. Va chier dans ta caisse. Non, parce qu'en chien, c'est mieux ça. D'accord. Ça appartient à Westworld. Voilà. En chien, c'est surtout référence c'est Mike Myers. Attends, en chien, c'est surtout référence à C'est une les vie nuls, de chien. l'adaptation des nuls de Un jour, Westworld. tu seras mienne. C'est référence à quoi? Référence à une vie de chien. Bon, bah, le clip, il est là, on peut le regarder. C'est le premier single qui sort. Bah, c'est l'occasion de vous voir en attitude. Paris, la fouine, 78. Reste en chien, tu veux nous faire un chrome mais tu connais personne. Reste en chien, tu veux sortir le gamos, ta tasse n'est pas bonne. Reste en chien, tu veux rentrer au kino, VIP et au duplex. Reste en chien, ta pêche c'est crasseuse et la ken sans la tête. Reste en chien, pas de cash, pas de tasse, pas de mandat, rarement en promenade. Reste en chien, on s'allume au gomme comme la comme héritage. Reste en chien, mais les obés à fouine large, t'as pas le son dans ta go. Reste en chien, sur le fond d'écran de ta tasse, ma gueule, il y a ma go. Reste en chien, moi tu veux sniffer ma taille, t'asseoir à ma tasse. Reste en chien, sniffer ma no, t'es pas un mec de trace. Reste en chien, t'as boucave tous tes potes, tous tes rêves, la tôle t'a marqué. Reste en chien, tu veux que je décroche, t'appelles toujours en masqué. Reste en chien, t'as pas le palmarès de Samuel Eto'o. Reste en chien, tu t'es fait griller comme tu naissais à Keto. Reste en chien, t'as voulu clasher, j'ai brisé ta carrière. Reste en chien, pas de DeLorean, pas de retour en arrière. C'est pas à chaque fois que le clip est applaudi de cette manière-là. Donc là, Le manteau au volant, c'est de la fouine. vous avez fait des photos, on m'a dit des photos avec des fouines tenues en laisse comme ça. Ouais. Il y a toute malgré tout une imagerie. Enfin, vous voilà sympa, gentil, le regard vif. Et une manière de jouer les mauvais garçons alors, à la fois dans les clips, dans les paroles de certaines chansons. C'est quoi? C'est juste un jeu, des codes qu'il faut maîtriser. Quelle est la part là-dedans de... Non, c'est juste que je m'adapte. C'est juste que je m'adapte. Tu vois, cet album, c'est vraiment, tu vois, pour tous les gens qui ne connaissent rien à la cité, qui ne connaissent rien à la banlieue. Tu vois, il y en a plein en France qui vivent pas dans les quartiers. Écoutez mon album, c'est exactement le ressenti d'un jeune de quartier, de tout ce qui nous passe par la tête. Et parfois, tu vois, parfois on se vanne et on va loin, mais c'est surtout pour rigoler. On est devant le quartier et parfois on est plus sérieux. Parfois, il y a plein de, voilà, c'est tout un état d'esprit. Et alors, il y a un moment dans une des chansons que je me souviens plus malheureusement laquelle, je crois que les premières paroles que tu dis, c'est le rap tourne en rond comme sur le périphérique. C'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment-là parfois dans le rap, même quand on regarde ça de l'extérieur. Enfin, on achète un album de temps en temps, c'est les mêmes codes, les mêmes histoires, les mêmes récits qui reviennent en permanence. Toi-même, tu as l'air d'être conscient de ça dans cet album. Ouais, mais c'est important d'essayer de se démarquer parce que, en l'occurrence, je dis que le rap tourne en rond comme le périph', c'est à cause de certains rappeurs qui, justement, font tourner la chose en rond, qui prennent exemple sur des piliers tels que IAM ou NTM qui sont passés avant nous et qui font stagner la chose alors qu'il faut ramener le rap tu vois, en avant. Moi, quand je rentre en studio, je me dis, tiens, moi, j'ai envie de faire le meilleur album de rap qui a jamais existé. Donc, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun tabou et que ce soit pareil pour ma tournée ou pour mon show. Je me dis, tiens, si sur scène, j'ai envie de prendre la guitare et commencer à fredonner un truc de Jacques Brel, je le ferai. Et si je dois faire un truc de IAM ou d'NTM il y a 10 ans, je le ferai. Il n'y a aucun tabou quand je monte sur scène. Et je pense que quand je rentre en studio, j'essaie de faire la même chose et d'apporter quelque chose de nouveau. Il n'y a aucune barrière musicale. Parce que j'ai trouvé de nouveau, j'ai pas une connaissance exhaustive de la scène rap, mais je vous ai entendu l'autre jour à France Inter, et dans la chanson C'est la Deuge qui s'appelle Qui peut me stopper, le refrain, il est véritablement chanté, c'est-à-dire qu'il n'est pas rappé. Mais je chante beaucoup sur cet album. Ouais, mais c'est rare que dans un morceau de rap, le rap s'arrête pour laisser place à de la chanson véritable avec une mélodie. Mais vous savez, moi, mes héros sont Jacques Brel, Léo Ferré, Indy Harris, Stevie Wonder, Bob Marley, IAM, NTM. Je suis très large dans mes choix musicaux et j'écoute beaucoup de musique et j'écoute pas spécialement que du rap. Alors, on a parlé de... Je pense que ça se ressent dans cet album. C'est exactement ce qu'on ressent. Bah, Alexis le disait pour vous avoir entendu. Moi, je l'ai écouté, effectivement, c'est pareil. On ressent ça. Et alors, quand on lit votre histoire, il y a un côté, on avait presque l'impression que c'était vraiment le... Moi, j'étais un extraterrestre, moi, dans mon quartier. Enfin, vous avez... ce qui vous différencie des rappeurs, c'est
c'est moins votre parcours que après, dont on a parlé, la prison, les conneries qu'on fait dans le quartier quand on n'a rien d'autre à faire. Mais c'est que le fait que vous avez appris la musique dans un conservatoire très tôt et que vos parents étaient musiciens et qui vous ont élevé dans la musique. Et ça se sent à mort, effectivement, dans votre manière de chanter. Tu sais, mon salon, c'était un musée de la musique, tu vois. Dans mon salon, il y avait une batterie, il y avait un Alors que piano, vous aviez 7 il frères. y avait une basse, contrebasse, toutes les guitares, des amplis partout. Et les jeunes du quartier, ils n'avaient jamais vu ça. Tu vois, même moi, j'étais confiant de ça. Des fois, je les ramenais, je leur faisais écouter. Tiens, écoute, ça c'est Michel Fugain. Tiens, ça c'est Goldman, ça c'est Jacques Brel, ça c'est. Et moi, j'avais cette culture-là. J'écoutais surtout ce que mes grands frères et mes parents écoutaient. Et donc voilà, ils écoutaient pas de rap. Et bon, moi, je suis rentré dans le rap très tard. Je devais avoir 14-15 ans. Ça va faire 10 ans que je suis dans le rap. Mais c'est vraiment. C'est ce qui explique sans doute la richesse de cet album. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont vraiment ce qu'on appelle, je sais pas, le rap hardcore, le vrai rap de bâtard. On entend les trucs vraiment. Même moi, j'ai une Renault Espace. Je suis dans ma Renault Espace familiale. Quand je mets ton morceau, j'ai l'impression de devenir un vrai caïd. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est fait aussi pour les pères de famille. C'est fait pour se sentir des poussées de testostérone, le rap. Mais il y a plein de. Il y a plein de choses dans ce rap. Tu vois. Il y a surtout l'endroit. Ah, je t'assure que quand tu mets des morceaux à fond, je sais pas. C'est toi dans ton Renault Espace, je t'imagine pas caïd. Non, justement, je ne le suis pas, ça, vous avez raison de le penser. Ah ouais, non, mais moi j'étais dans la sincérité, tu vois. L'interview pour moi c'est un moment sérieux, Alex. Okay, je plaisante pas avec ça. Autant pour moi. Ce que je dis, c'est ma life, c'est mon cœur, donc j'aime pas trop les vannes en ce moment. Cet album fait surtout le pont, justement, il y a cette divergence au niveau des lyrics, mais il y a surtout le pont. Il y a qu'aujourd'hui, je peux me retrouver dans une soirée VIP avec tiens, lui, on fait le truc, on fait la fête. Mais j'oublie pas qu'il y a 10 ans, j'étais là au Resto du Cœur avec ma mère en train de manger un petit truc de vache qui rit et en train de galérer dans mon appart avant que les huissiers viennent nous expulser ou avant que je me retrouve en prison ou dormir dans une cave ou dormir dans une voiture. Il y a beaucoup de choses qui font que cet album est vraiment conscient sur une partie et vraiment, comme ce Reste en chien, on a envie de s'amuser et d'oublier certaines choses. Et je me lamente pas là-dessus et je fais pas le cliché de ça. Je parle pas beaucoup de prison dans cet album, je parle pas beaucoup de choses parce que justement, comme je dis dans cet album, justement, je rappe pas la misère, je rappe pour en sortir. En revanche, il y en a beaucoup dans le dossier de presse et dans les interviews. C'est marrant comme ça devient un argument marketing. Il a fait de la prison, ça a été un caïd, il a vendu de la drogue. On a l'impression qu'il n'y a pas un album de rap qui sorte sans qu'il y ait cet environnement-là autour. Street crédibilité. Bah, tu sais, moi j'en parle. Mais je dis pas que c'est vous. Ouais, mais en tout cas, moi j'en parle pas beaucoup. Tu vois, moi j'en parle pas beaucoup et j'ai conscience qu'il faut pas trop que j'en parle parce que j'ai même des amis à moi qui ont pris 15-20 ans de prison, qui aujourd'hui me parlent encore et qui me manquent beaucoup. Et par rapport à ces amis-là, moi je peux pas me permettre de parler de prison alors que j'ai fait 4 fois de la prison, j'ai fait pas mal d'allers-retours, mais j'ai jamais fait une peine supérieure à 1 an de prison. Et par rapport à tous mes amis qui sont là-bas pour 15-20 ans, je trouverais que c'est un manque de respect pour eux, de ma part, que de glorifier ça et de parler de ça. Alors que eux, si tout de suite ils seraient à ma place dans ce plateau, ils vous parleraient des méfaits de la délinquance et des méfaits de la prison. Derrière le bling-bling, derrière le manteau en fourrure, là il y a de la breloque aussi. Qui font partie du personnage. Il y a de la Un vrai musicien et surtout effectivement un album très riche dans ses inspirations, dans ses chansons. Ouais, je vous dis, si vous avez un Renault Espace, n'hésitez pas, c'est exactement le disque qu'il vous faut. Merci beaucoup la Queen en tout cas d'être passé, vraiment un très bon album. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que ça vous arrivait malgré tout d'arpenter les rues de Paris dans vos périodes de réflexion? Ah mais moi je kiffe Paris, tu sais, moi je kiffe depuis que je suis rentré dans la musique, depuis que j'enregistre mes albums, c'est souvent sur Paris. Alors il y a kiffé Paris, il y a kiffé Paris et il y a s'y intéressé véritablement. Kiffe mal. Non, Darman, la nouvelle expression c'est Darman. Darman maintenant. Ouais, je kiffe Darman. Mais pourquoi Darman alors? Je retourne de l'autre côté du quelque chose à comprendre ou un truc? Je cherche pas à comprendre. Darman, il n'y a pas que lui non plus. Ouais. Darman. Donc entre kiffer Paris et s'y intéresser véritablement, ce qui est le cas de Laurent, on lui a préparé un petit quiz, je vous l'ignorais peut-être, c'est un grand spécialiste de Paris. Il connaît beaucoup de rues, il connaît beaucoup l'histoire des monuments, même les intérieurs d'immeubles, les histoires de cours, je sais pas, enfin, vous êtes un staccanoviste. la fouine moi aussi. Vous êtes un staccanoviste des rues de Paris. Non, le 36, je suis jamais allé, ça va. Alors tout le monde peut jouer bien sûr, on a Pas de préparé problème, on a ce soir, tout le temps. On a préparé un quiz hyper costaud pour essayer de le coincer, mais peut-être que vous allez Je vais te plier comme un chêne avec ton quiz. Tu vas le plier. Bon. Alors on a un petit peu adapté ça aussi à votre carrière professionnelle. Alors La Fontaine, on va commencer par cela. Derrière chez Mozart. Vous jouez La Fontaine au cinéma. Jean-Jacques Rousseau. Jean de La Fontaine était membre de l'Académie royale, qui ensuite va devenir l'Académie française. Oui. Alors où est-ce que cette académie tenait ses séances à l'époque? Est-ce que c'est À comme l'époque aujourd'hui Quai Conti? Non, c'était au Palais Richelieu à l'époque. Est-ce que c'est au Palais Royal où habitait Richelieu qui a créé l'Académie? Ouais, c'était au Palais Royal. Ou est-ce que c'était au Louvre où habitait Louis XIV? Non, Louis XIV habitait pas au Louvre. Louis XIV, il est très vite parti à Versailles. C'était au Palais Royal que ça s'est créé et ensuite c'était au Quai Conti. Alors, la réponse en image? Eh ben perdu, c'était au Louvre, mon petit bonhomme. Alors au tout début, alors vous. Avant que ça soit l'Académie Pas de française. problème. Qu'est-ce que c'est que cette image? Non, c'est pas du tout le Louvre là, c'est vraiment le Palais Royal. Hein. Non, le Louvre, bah écoute, non, je savais pas. Laurent, lâche pas.
Je continue. Le deuxième on a décidé de te coincer. Hein. Le deuxième quiz, c'est sur Mozart, prévu. Alors, on me dit sur ma fiche que Mozart a séjourné trois fois à Paris. Ouais, et il détestait Paris, sa mère y est morte. Pour ça. Maintenant, il détestait la France, de toute façon. Ce qu'on voudrait savoir, c'est où est-ce qu'il a séjourné à l'occasion de ses séjours à Paris. Est-ce qu'il était dans le Marais, dans le 4e, hôtel de Beauvais? Est-ce qu'il était près de l'Élysée, au palais de l'Élysée? Ou est-ce qu'il était avenue Mozart? C'est relou parce que... il est où l'hôtel de Beauvais? Quelle rue? Parce qu'il était dans... C'est rue François Miron, dans le 4e, l'hôtel de Beauvais. Dans le Marais, quoi. C'est une indication. Sa mère, elle est morte dans le sentier. Elle est morte dans le sentier, dans une des rues. Je confonds à chaque fois la rue du Mail ou rue d'Aboukir ou rue de Cléry. Elle est morte là, il y a une plaque. Lui, il a été présenté plusieurs fois quand il y allait. Il allait à Versailles. D'ailleurs, il y a le petit salon Mozart parce qu'il y a joué devant Marie-Antoinette. Mais... On a les chiffres du nombre de spectateurs qu'on a perdu depuis. Écoute, ça me plairait que ce soit avenue Mozart. Non, c'était. On n'a pas arrêté de dire que tu rendais la culture sympathique, que tout ouais, ça, mais là, attends, c'est des questions de Bachar. C'est des questions un peu de Bachar, t'as raison. Je sais pas qui a écrit ça, mais. C'est vraiment des questions de Bachar, voilà. Alors, c'était hôtel de Beauvais. C'est quoi, vas-y. Reste en chien avec ton quiz. Alors, une dernière chance. Hôtel de Beauvais, hôtel de Beauvais. Allez, une dernière chance avec Oscar Wilde. Donc, ça je vais répondre. Allez, je mise tout. Allez. Oscar Wilde est mort à Paris Tapis. Vas-y, mon pépé. Oscar Wilde est mort à Paris Oui, rue des Beaux-Arts, 1900, au 16. En 1900, bravo, après avoir été incarcéré à la prison de Reading pour homosexualité. Oui, bisexualité, oui. Alors, où est-il mort? Est-ce que c'est chez son ami Dorian Gray, rue du Regard? Hôtel rue des Beaux-Arts. Est-ce que c'est à l'hôtel rue des Beaux-Arts? À 2 hôtel rue des Beaux-Arts. Bon, bah, on applaudit, oui. Ouais, il l'a, celle-ci. Et il est enterré au Père-Lachaise. Et comme il a fait tapis, bah forcément. C'est fort quand même, hein. Incroyable. T'en veux une dernière? Hôtel des Beaux-Arts, alias ancien hôtel de Liancourt. Est-ce que tu remets tout tapis en Aujourd'hui, jeu? c'est un hôtel, et ça, c'était une tour de guet. Voilà. Est-ce que tu prends le super bonus? Super tapis, super banco. Super tapis. tapis. Que tu finis à poil, c'est que tu réponds pas. Vas-y, t'inquiète pas. Alors, le super bonus, la super question. Sartre habitait place Saint-Germain-des-Prés. Mais non, il habitait rue Bonaparte au 44. C'est 42 au 42 rue Bonaparte. Mais où habitait Simone de Beauvoir? Laissez-moi le temps de vous donner le QCM. Est-ce qu'elle habitait à Boulogne, pour ne pas désespérer Billancourt? Petite blague. 15 rue Princesse dans le 6e arrondissement ou 11 bis rue Victor Schulcher dans le 14e arrondissement. Oh, ça rase. Ça rase, c'est pas dans les propositions. Ils ont après habité ensemble à la Gaîté. Et je crois qu'ils étaient du côté du 14e, donc Jean-François avait soufflé la réponse. Ouais, mais non, attends, on va pas lui contester ça non plus. Il y a 8 heures d'émission de Sartre et Beauvoir qui discutent en direct chez Beauvoir avec la tour Montparnasse derrière, donc j'aurais dit le 14e. Eh ben, trop fort. Vous auriez bien fait, bravo. Ah, voilà, c'est là. Ouais. Il y en a dans la piscine de la fouine, hein. Moi, j'aimerais bien que vous parliez en français un petit peu, là. Moi, j'étais largué aussi. Après, j'ai laissé Alexis faire parce que... Mais c'est marrant d'ailleurs, cet amour que vous avez pour la langue française, est-ce que vous vous y retrouvez dans le rap, Laurent? Mais grave, au contraire. C'est grâce. Moi, je sais que j'ai grandi. Je m'identifierais pas à un mec qui a grandi dans les quartiers, mais j'ai habité pendant 5 ans dans une cité à Bobigny qui s'appelait l'Abreuvoir. Et ce qui m'a fasciné quand j'arrivais de Massart, où on parlait d'une manière pas souvent, parce que de toute façon, on se croisait pas, il y avait personne. C'était la manière de réinventer la langue, quoi, de jouer avec les mots, de tordre le cou au sens, etc. Et ceux qui réinventent la langue en permanence, ça a toujours été ceux des faubourgs. Ça a toujours été ceux des faubourgs. Alors, vous avez deux, trois expressions qui vous ont marqué à cette époque-là sur... Bah, c'était une expression que j'avais refilée à José Garcia pour La Vérité si je mens. Les mecs, quand ils disaient... c'est une expression qui vient de Dreux. Les mecs, quand ils disaient qu'ils allaient avoir un rapport coqueliqué une demoiselle, ils disaient « je vais lui casser la lunette arrière, je vais lui casser la boîte arrière ». Casser les pattes arrière. Okay, l'expression qui est dans cette scène culte, c'est vous qui l'avez donnée à José Garcia. Je vais lui casser ses petites pattes arrière. Et elle vient d'un pote à moi qui s'appelle Khaled et qui habite Auberge Renette à Dreux. Voilà. Khaled, si tu nous regardes, on te rend ce qui t'appartient. Cette vanne lui appartient, mais elle appartient à tout le monde, elle appartient à la rue, c'est justement. Le temps est écoulé pour pouvoir séduire Sidonie, c'est trop tard, Laurent, puisqu'elle va devoir nous quitter. Je ne partirai pas. Ah bon? Elle se rebelle. Pour laisser sa place à Joël Cantona qui va nous parler de beach soccer. Asseyez-vous là-bas. Salut Joël. Ouais. Donc justement, c'est un Marseillais, mais bon. Pour continuer de vous présenter, donc Joël Cantona, deux carrières. D'abord une de footballeur. Vous avez fait du foot pendant une dizaine d'années, dont 2 à l'OM. Une carrière que... J'ai fait 4 ans de formation à l'OM et j'ai fini ma carrière à l'OM en 2e division. J'ai joué à Újpest Dózsa aussi à Budapest. Nemlet. Ouais. Magyarországon.
C'est en Hongrie, c'est le Újpest, une grande équipe à l'époque. Si vous pouvez éviter de nous le rebrancher. Donc après le foot de la comédie, on l'a dit, donc Le Bonheur est dans le pré, c'était avec votre frangin d'ailleurs, je crois. Et puis je m'étais noté aussi un autre film, il y en a eu 4 ou 5, vous avez fait 4 ou 5 films? Ouais, j'ai 6-7 expériences là-dedans. D'accord. Et puis alors là, la passion du moment, un truc que vous avez découvert en allant à Rio, le beach soccer, donc en français le football de plage. Déjà, Jean-François, tu as l'air interrogatif, qu'est-ce que c'est, tu vas te dire? Non, je sais. Ah, ça se joue comment alors? C'est pieds nus dans le sable, le volet. Du Non. volet de sable, du volet de plage. Du football. Du football de plage. Ouais, voilà. C'est pour ça que Ça fait c'est- très longtemps qu'on en parle. C'est pas votre frère aussi qui est là-dedans? Ouais. voilà. C'est pour ça que c'est bien de faire des émissions aussi. Alors, recadrez Avant, tout le c'était le monde. beach volley. Maintenant, depuis 2-3 ans, on sait que c'est le beach soccer de plus en plus. Le baromètre, c'est les taxis. Donc des Forcément, équipes de les 5. taxis, maintenant, on connaît, on dit bien beach soccer. Ouais. Voilà. Ça se joue à 5, c'est 4 joueurs de champ et un gardien de but. C'est tout à mon enfance, c'est des tournois de Six, que tout le monde connaît, c'est dans la rue, c'est des petites surfaces, 5 contre 5. Voilà. Donc ça c'est hyper Là, populaire sur au le Brésil sable. et vous avez l'intention, enfin vous avez déjà commencé d'importer ça en France et de rendre ça de plus en plus populaire avec vos 2 frangins puisqu'ils sont 3 les frères Cantona. Ouais. C'est l'originalité qui a fait qu'on a décidé de prendre ce sport. Il était inconnu en Europe. Dans les années 2000, on l'a importé ici. Et pourtant, En tout le France. monde joue sur la plage, quoi. Personne n'a eu l'idée Voilà. de le réglementer, de le structurer et d'en faire un sport de compétition. Surtout à Marseille, dans un endroit qui s'appelle le Prado. Il y a des grandes pelouses au bord Ah du ouais, Prado c'est où tout le mortel, monde joue ouais. au foot. Et donc on voit un petit film de présentation d'un événement que vous essayez de monter avec du beach soccer à Marseille. Turn up the radio, blast your stereo. Niggas wanna hate on us, niggas be envious. I know why they hating on us, cause the style so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Girls be all on us, from London back down to the US. On va montrer d'autres images tout à l'heure. Il y a des ambiances, il y a une véritable ambiance de plage autour du beach soccer. On ne retrouve pas l'agressivité qu'on trouve dans certains stades. Non, mais déjà c'est très fair play le beach soccer. Et puis aujourd'hui on a un manque de football offensif. Bon, peut-être pas en Angleterre parce qu'ils dominent l'Europe. Aujourd'hui on l'a encore vu avec les résultats de hier soir en Ligue des Champions. Ouais. Mais le beach soccer, c'est tous les gestes qu'on a envie de retrouver au football, quoi. Donc c'est des gestes spectaculaires, c'est des ciseaux acrobatiques, c'est des volets, c'est une grande maîtrise aérienne. Donc il faut Autant de être figures que technique. vous savez faire, Laurent. Retourner. Ouais, mais moi, le voler. beach soccer, en plus de ça, c'est un truc super physique. Hein. C'est-à-dire que va t'entraîner sur du sable souple comme ça, tu vas te faire les mollets, les genoux, les cuisses, c'est quelque chose de. C'est des vrais athlètes. Il y a un côté festif, champagne, spectacle, mais quand ça joue à haut niveau, c'est des vrais sportifs. C'est quand même mieux que le bitume de trappe avec quelques bouts de verre par terre. C'est clair. Parce que tu te fais moins mal. Ouais, il y a ce côté-là. En plus, c'est vrai que tu peux te jeter, tu peux te tacler à les deux pieds. devrait marketer le foot sur le bitume machin, mais ça peut Mais ça existe aussi l'Urban Street, mais c'est vrai que c'est. Non, mais le gros avantage du beach soccer, on ne le dit pas depuis le début, c'est les jolies filles qu'il y a dans les tribunes. Regardez quelques images qui viennent du Brésil, on va les C'est regarder. toute une ambiance. Le gros avantage du beach soccer, c'est quand même ça, non? C'est comme les jolies filles sur les C'est tarmacs. un show, c'est un peu voilà. comme la NBA au basket en Amérique. C'est un show entre les tiers-temps, il y a 2 minutes de musique, il y a des danseuses qui arrivent, et voilà, c'est toute C'est vrai qu'au foot sur toute 90 une minutes, il y a des atmosphère moments où il qui se n'a passe rien à rien. voir quoi, avec le football à 11 ou le football traditionnel ou les sports classiques. C'est les new sports qu'on appelle les nouveaux sports. C'est fait pour la télé, on dirait. C'est découpé, Ouais. spectaculaire, comme le sport américain est fait pour la télé. Et alors que le foot, ça marche. Comment ça mais- se passe? Il y a des équipes où n'importe qui peut venir s'inscrire. Il y a des championnats aussi. Ouais, là on a rejoint la Fédération française de football avec la nouvelle équipe. Ah, donc ça devient dirigeante. sérieux, quoi. Ça devient sérieux. C'est important de le structurer. À la fois, c'était un sport privé à la base. Donc nous, on l'a fait, c'était une structure privée, il n'y a pas de problème. On a rejoint la FIFA pour donner une dimension, je veux dire, à tout. Il y a quand même, c'est le sport numéro 1, le football dans le monde. Donc il y a une possibilité de 190 pays qui peuvent y jouer. Aujourd'hui, on est 60 pays affiliés. Je crois que c'est le sport de demain. Est-ce Parce qu'on est que champion du monde? on est champion du monde de FIFA en 2005, la France. On a C'est gagné vrai, à ouais. Rio.
Et on a fini 3e cette année en 2006. Donc là, ce qu'il faut pour ça se développer, c'est quoi? Il y a des anciens pros, il y a pas mal d'anciens pros qui sont dans l'équipe de France. Ça, c'était au début. On avait besoin d'une vitrine importante. Mais aujourd'hui, avec. Ou alors, tu es en pleine condition physique, tu viens d'arrêter, style Zidane, il peut venir quand il veut, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. C'est un ami à nous. Mais il faut être jeune, comme un sport professionnel autre. Il faut être jeune, en pleine forme. C'est des visages connus, du pognon et des sponsors. Comment? Il faut des visages connus, du pognon et des sponsors pour que tout ça... Ouais, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, nous, par exemple, à Marseille, on a un stade qu'on construit de 6000 places, l'entrée est gratuite, quoi. Je veux dire, on peut avoir des recettes, on fait 6 jours, vous faites le calcul, hein, ça fait 36 000 personnes sur 6 jours, même à 15 € la place, vous regardez le budget qu'on pourrait avoir en plus. Mais bon, on est encore en pleine phase de promotion. Et il y a un côté social aussi derrière tout ça, quoi, parce que l'été, il y a beaucoup de jeunes qui partent pas en vacances, donc au-delà du sport, le biche au cœur n'est pas dans l'ombre du football, le futsal. Ils sont en vacances, ils n'ont pas besoin de bouger, ils ont la mer, ils ont le soleil, la température, la chaleur, les pépés et le sable. Attends, exactement. Mais pour ça, il faut leur donner un petit peu des événements majeurs. Faut structurer, ouais, c'est clair, faut structurer. On va passer au journal de Mademoiselle Zouzou, qui ne plaisante pas sur la manière dont les garçons doivent se tenir avec les filles. C'est notre journal à nous, c'est le journal de Zouzou. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. Merci. On commence ce journal incroyable mais vrai par le People. People, de plus en plus de stars d'Hollywood ont recours à la chirurgie esthétique dans le monde du show business. Des femmes comme Courtney Love, Sharon Stone ou Paris Hilton n'hésitent plus à demander des opérations des seins, des fesses et de la bouche. Bon, moi je dis la chirurgie c'est bien si ta tronche il est bancal à la base. Mais le problème c'est après ils sortent avec toute la même tête. On dirait ils ont le même docteur. Une fois j'en ai croisé une, il est sorti comme ça. C'est pas une femme, c'est un poisson. Je vous rassure, moi tout est naturel. Hein. Vous pouvez demander à Tregaro. La suite. Culture. Le célèbre acteur Laurent Deutsch revient avec un nouveau rôle extraordinaire. Il interprète Jean de La Fontaine dans le film Jean de La Fontaine, le défi. Oui, c'est à l'affiche à partir du 18 avril. Anna, je l'ai découvert pour la première fois dans le film Le ciel, les oiseaux et ta mère. Avec Jamel Debbouze. Non, vraiment, c'est un bon acteur. En plus, c'est un charmeur. J'ai vu ton jeu avec Sidonie. Mais attention, c'est ma copine, hein, c'est une fille bien. Il faut se marier avec elle. Et c'est un garçon, il a la tchatch. Et il est d'origine hongroise. Oui, comme Nicolas. Oui, Nicolas Sarkozy, oui. C'est un immigré comme toi et moi. La suite, tendance. En 2006, les Français ont passé en moyenne 3h24 par jour devant le petit écran. D'après cette étude, la télé perd les jeunes, mais elle garde les seniors. Là, je regarde toujours la télé, c'est mon péché mignon. Surtout les documentaires les animaux, comme Ushuaïa, Thalassa et Navarro. Oui, mais la télé, c'est comme une belle femme. Ça veut dire même si elle raconte des bêtises, tu la regardes quand même. Le rappeur Lafouine sort son 2e album. Il s'intitule Aller-retour chez Epic. Sur son CD, il parle de la prison, de la drogue, de la police et de la misère. J'ai écouté vraiment son CD, j'ai pleuré. Et j'ai compris. Ce jeune-là, il a besoin d'amour. Alors c'est pour ça qu'il faut acheter son CD. En plus, il y a des bons featuring avec Boba et Amil Bent. Vous connaissez la différence entre Booba et Amil Bent? Environ 2 kilos. Non, je rigole, c'est la blague. C'est la blague. Elle est jolie. Sport, la belle Lorma Nodou récolte les médailles comme s'il en pleuvait. Mais la jeune nageuse nage aussi dans le bonheur. Récemment, elle a dessiné sur la paume de sa main un petit cœur pour son petit amoureux. Anna, je sais pourquoi elle lève sa main chaque fois qu'elle gagne la course. Oui, c'est pour se protéger de l'œil des autres nageuses, les jalouses. Elle fait la technique du khamsa fi'ini. Ça veut dire tu ne me portes pas la poisse, tu dégages. Voilà, on va terminer
ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime de chez nous. En avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Parce que si tu es malade, c'est ton boulot qui file. Bonsoir les copains. Merci. Merci les amis. Mademoiselle Zouzou, Ahmed Chami du Jamel Comedy Club. On retrouve le JT de Zouzou la semaine prochaine. Juste un petit mot, parce que vous avez d'autres activités que l'événement sportif, Joël Cantona, donc comédien, on le disait. D'ailleurs, juste pour le souvenir, moi je vous ai découvert il y a une dizaine d'années, aux côtés de votre frangin dans une pub, souvenez-vous. Ouais. Je m'appelle Eric. Eh ben moi je m'appelle Joël. Moi je joue au foot. Moi aussi je joue au foot. Moi, j'ai la peau sensible. Moi, j'ai la peau très sensible. Moi, je me rase avec le de l'âme. L'orange. Et moi, avec le de l'âme. Le vert. Et moi, je m'appelle Cantona. Moi aussi je m'appelle Cantona. Et moi je suis célèbre. Et moi je vais le devenir. C'était il y a une dizaine d'années, ça. Ouais, c'était... Valérie Mercier qui avait réalisé ouais, ça. c'est Valérie Mercier qui l'a. Alors vous êtes devenu célèbre ou pas? Moi, je m'en fous. Franchement. C'était juste pour la pub. Mais complètement. Quand t'es latéral à l'OM, ça va, t'es tranquille, t'as fait une belle carrière, t'as existé. Hein. Ouais. Bah oui, attends, dans le football. Ouais, il connaît le football. C'est jamais facile. Alors, c'est vrai que, bon, il y avait Eric, qui est le plus grand joueur du monde. Donc, pour moi, c'est difficile derrière. Comme vous Bien disiez, sûr. le plus grand joueur du monde. C'est clair, attends. Il a fait C'est chanter la Marseillaise à 70 000 Anglais, attends. En fait, c'est un homme. Ouais, des Anglais qui chantent la Marseillaise, faut vraiment être une star mondiale pour y arriver, quoi. Au-delà d'un footballeur, c'est un homme avant tout. C'est ça le plus important, chez nous en tout cas. Bon, on vous a posé toutes les questions, Joël, mais il y a encore des questions supplémentaires. C'est la roulette à questions. Des gens dans la rue à qui on a demandé de poser une question un peu au hasard, et puis on va voir ce que ça donne si vous avez une réponse. Ouais. Vous êtes payé combien pour faire ces conneries? Les gens parfois sont directs, hein, c'est ça. Hein. C'est Jojo le boucher. C'est une parisienne, lui, non? Moi, je parle pas aux Parisiens. Non, moi, je parle pas. Laurent Deutsch, roulette à question. Finalement, votre physique ingrat vous a-t-il motivé pour réussir votre vie professionnelle? Je le connais. Je m'habillais pareil avant. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans et il fallait que j'en fasse 12. Donc finalement, d'avoir une puberté tardive à 19 ans, ça m'a vraiment aidé, puisque c'est grâce à ça que je pouvais passer au-dessus des contrôles comme la DAS ou des trucs comme ça, et qu'on pouvait me faire travailler et m'exploiter 10 heures. J'avais le corps d'un enfant de 12 ans, mais les papiers d'un môme de 16, donc voilà, j'étais hors la DAS, et c'est un avantage certain quand on veut faire ce métier. Encore une question? La fouine. C'est la fouine. Est-ce que vous préféreriez vous battre avec Mike Tyson ou avec votre femme? Avec Mike Tyson. Elle est si dure que ça? Non, je rigole. Vous êtes marié, père de famille, hein, y a pas de... Ouais, mais je vais pas taper sur ma femme. Non, mais pour se battre, t'arrives, une petite chicanerie de temps en temps, ça peut arriver. Non, mais non, tranquille. C'est pas parce qu'on fait du rap qu'on va taper les filles. Non, tranquille, on respecte la femme, on va pas les taper. Bon, bah Mike Tyson, ok, il vous attend. Tout autre chose, Jean-François. Ouais. Un artiste contemporain. Ouais, très... Qui t'a intéressé. Belge. Minute culturelle. Mais pas chiante, enfin, un peu. Essaye. Ouais. Oui. Avec ta chemise de charcutier, là. Oh putain, papa, c'est vrai qu'elle est un pas peu... nous l'énerver. Hein. Non, mais elle est un peu mortadelle, mais il y a une raison. Tu mettras 10 tranches de cervelas et 3 Il est mal habillé, il est bavard, il est tutoie et en plus il est désagréable. Il a jamais fait un bon film. Ah, ça y est. Merde. Voilà. On lui a rien dit, on le trouvait sympa, il attaque. Le furet hongrois, non, merde. Il a un petit peu trop, je vous le dis quand même. Il s'appelle Wim de Voy. Wim de Voy, alors je vous présente parce que c'est scandaleux, c'est très cher, c'est tout l'art spéculatif aujourd'hui, il faut connaître ce type-là, il faut aller voir, vous pouvez y aller, c'est chez Perrotin, c'est totalement gratuit, c'est très beau à voir, en plein Paris, dans le Marais. Wim de Voy, il est très connu depuis une œuvre majeure, qui est très connue, qui s'appelait Cloaca, qui a été inventée en 2002 et qui a été exposée partout. Ce n'est pas à vendre, mais ce que produit cette machine est à vendre. On va voir tout de suite ce dont il s'agit. Il a fallu 3 ans pour mettre au point cette chose qui a été exposée partout, qui est une œuvre majeure de l'art contemporain. C'est une machine cloaca. Ça voulait dire en latin.
Détritus, le cloaque, c'est quoi? Cloaque, ça voulait dire toilette, et donc c'est une machine qui reproduit la mère humaine. Voilà, les mères humaines, ouais. C'est exactement. Alors, pas mal, on a eu un beau. Il a fallu. Non, mais c'est tout à fait formidable. Hein. C'est-à-dire que ça mange de la pizza, du jambon. C'est donc une machine à merde et vous dites que c'est formidable. Je suis non, choqué. mais parce que ça y est, c'est. vous avez réussi. Attendez. Vous êtes content. C'est une œuvre d'art très importante. Ça reproduit l'estomac humain et les intestins, et à la fin, il vend sous cellophane cette Monsieur cette Carrier, vous chose. vous rendez compte que c'est abusé quand même de vendre de la merde dans cellophane. On fait pas la gardienne d'immeuble. Je le fais parce que personne ne veut le faire aujourd'hui. Il faut bien que je le dise. Parce que les gens sont suffisamment malins pour comprendre que cette chose peut participer à l'art contemporain, comme il y a eu Warhol, comme il y a eu Jeff Koons. Ça, c'était le travail à l'aube de l'an 2000. Non, mais on va voir d'autres choses avant de voir ce que vous pouvez aller admirer à la Galerie Perrotin. Ça, c'est le travail qu'il a rendu célèbre. Il y en a d'autres. Alors allons-y, sublime. Voilà, Là, génial. Ça me plaît vachement. Il commence Attendez. Il commence à avancer vers les cochons. Il est fasciné par le cochon, le porc. Ça, c'est ce qu'on appelle les marble rooms. C'est en mortadelle et c'est une imitation marbre. Et ça va l'amener au travail final que vous pouvez aller voir chez Perrotin. C'est de la mortadelle. C'est ma chemise. Ah, d'où la chemise charcutée. Non, rien à voir. Mais hyper bien vu. Voilà. Alors ça, c'est le top. Donc voilà l'œuvre en question du moment. Ce sont les cochons qu'on peut voir chez Perrotin. On va voir la photo d'après. On va le voir au travail. Vuitton. Voilà. Là, c'est Willem de Voy, il est en Chine, il a monté une exploitation avec des porcs, il a 20 porcs, il s'est délocalisé en Chine. Le principe, c'est d'élever les cochons, de les tatouer. Et il les tatoue pas n'importe comment, c'est-à-dire que soit c'est des emblèmes contemporains de consommation, soit par exemple pour évoquer la vanité des beaufs, par exemple. Vous savez, les beaufs qui n'aiment rien, qui comprennent pas l'ironie. Regardez quelqu'un d'autre. Ceux qui sont un peu trop autour de la table, c'est ça que vous voulez dire, Jean-François. Qui peuvent même leur arriver de se tatouer dans les prisons. Et bien ces beaufs-là, il a envie de s'en moquer. Il a vu Prison Break, il est très fier. Ah voilà, ça y est. Il a aussi tatoué les cochons. Ensuite, au bout de 2 ans, il les empaille. Et c'est ces cochons qu'on peut appeler chez Perrotin, qu'on peut acheter chez Perrotin. Bon, il faut avoir, je vais vraiment vous énerver à fond. Allez. Pour chaque cochon, il faut avoir 100 000 €. Mais bon, c'est plutôt des fondations qui achètent. Et on va voir chez Perrotin ces cochons empaillés et tatoués de Willem de Voy. Empaillés. La peau est tannée. Alors, vous avez les emblèmes de Walt Disney. Joël, vous avez les grands talismans. Ça, c'est sublime. Hein. C'est un flamand, lui, non? Chez nous, on mange pas de porc. Flamand. On mange pas de porc chez nous. Ça va nous intéresser. Bah justement, là, vous le mangez pas, vous le regardez. Non, mais il y a quand même une fascination dans l'art pour le cochon. Il y a un nombre de collectionneurs, d'amoureux d'art qui collectionnent les cochons comme Dreyfus et des gens comme ça. C'est incroyable, quoi. Il y a une vraie fascination. Moi, ce que j'aime bien chez les cochons, c'est que si tu leur fais bouffer de la soude, ils se vident entièrement. Jusqu'à crever. Ah, c'est drôle, hein. Tu mets un petit cochon dans une voiture, il lui fait bouffer 1 kilo de soude. Mais c'est vrai, il se vide entièrement. Il en crève et il se vide avant. Et pour après, la voiture, elle est morte. Alors dans ton œuvre, là. Je sais pas, c'est la machine à production de cloaque. Il se vide, il crève. Mais il chie avant. En fait, t'as essayé de lui faire bouffer plusieurs trucs. Non, ça bouffe tout, un cochon. Tu lui fais bouffer de la soude. 1 kilo, tu prends une petite boîte de soude. Donc ça se voit à la Galerie Perrotin. À la Galerie Perrotin, c'est gratuit, c'est très beau. Allez-y, il en reste encore 3 à vendre. Voilà, c'est les cochons de Willem de Voy. C'est de l'art contemporain majeur, très important. Merci Jean-François. Je fais ce que j'ai fait. On va monter dans la voiture en France et tout. Alors là, c'est une Chine. Bon Ben, je vois que tu prends des notes pour savoir donc comment on arrive à vider un porcelet en lui faisant avaler de la soude. C'est Laurent qui t'explique, mais il faut maintenant rester concentré. C'est à mon tour? Mais oui, le public t'attend, il sait qu'il y a chaque jour une histoire, à chaque fois, qui va nous éclairer un peu sur la vie, et c'est maintenant la grande histoire. Tout à pour fait. les petits enfants. Le racontage d'histoire est un art majeur, donc je vais vous demander quelques applaudissements. Je vais mettre mon grimoire. Voilà. Bonsoir. Donc, alors si j'ai bien compris de quoi il s'agit dans cette émission, si j'ai bien suivi, aujourd'hui nous recevons Laurent Deutsch pour la sortie de son nouvel album de rap, dans lequel vous pouvez trouver un remix de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, en featuring avec La Fouine. Donc. Voilà, donc je vous propose de revisiter, de revoir un petit peu, de nous remémorer cette fable, Le Corbeau et le Renard. Donc, Maître Corbeau, sur un arbre perché, donc il s'agit d'un oiseau, qui visiblement est avocat, tenait en son bec un fromage. Parce que comme chacun sait, le corbeau est musulman, il ne mange pas de porc et il est circoncis. Et je vous rappelle qu'il est avocat, ce qui prouve qu'un oiseau noir de surcroît issu de l'immigration, qui vit probablement dans une cité, peut faire de belles études. Et là, je m'adresse à tous les oiseaux qui sont là, qui disent quoi. Ah non les gars, faut vous bouger le cul, voilà, un petit peu. Maître Renard, donc un collègue avocat, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Hein, le renard, il fait du slam un petit peu, comme un grand corps malade. Hein, et il termine en disant « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Alors le corbeau, il est là, alors, il est en train de bouffer du fromage, il voit un renard qui fait du slam, et qui lui dit « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Il comprend pas ce qui se passe, il dit « Oh !» D'ailleurs, La Fontaine nous le dit, il dit à ces mots « Le corbeau ne se sent pas de joie. » Ah, ça veut dire, il fait « Oh !» comme ça. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ça veut dire, il laisse tomber le clacos, et là, il y a le renard comme ça qui dit « Hey, je le rattrape, sans les mains, comme ça, paf !» Le truc, il tombe à côté, il a l'air d'un con, il le récupère discrètement et il dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Alors là, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, il est dégoûté, honteux, confus, il repart et il jura, mais un petit peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La morale de cette histoire, messieurs, dames, c'est que si quelqu'un vous fait des compliments, vous dit que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes gentil, eh ben, ce n'est pas par admiration, mais dans l'unique but d'obtenir du fromage. Rappelez bien vous de ça. Merci. Ben! Bien, on va bientôt se quitter par une performance, mais avant on va rappeler un petit peu les actualités de tout le monde. Merci Joël Cantona d'être venu nous voir. Le prochain événement de Beach Soccer, c'est... C'est 27-29 juillet l'Euro à Tignes et FIFA Beach Soccer World Cup Qualifier du 21 au 26 août à Marseille. Très bien, qu'on le sache. Le deuxième album de La Fouine est dans les bacs, featuring Booba Melben. Ça donne une idée un peu de la variété des titres qu'on peut entendre sur cet album. Il est en tournée dans toute la France, vous allez le reconnaître. Il est à 1m99 et il a toujours un manteau en fourrure avec un grand collier autour du cou, c'est ça qu'on peut dire. Ça. Et voilà, en tournée dans toute la France. Merci à notre invité d'honneur, le très bavard mais tellement sympathique Laurent Dodge qui interprète La Fontaine dans La Fontaine de Daniel Vine. Mercredi prochain, indispensable comme cours de rattrapage sur La Fontaine. Tout le monde. La perte. Alors vous pensiez sans doute qu'avec le coup des cochons tatoués Louis Vuitton, on avait atteint le maximum. Non, le maximum c'est toujours pour la fin. Ils sont là, c'est une performance. Gewen, une manière de parodier un peu le monde de l'art contemporain. C'est assez spectaculaire et assez inédit. C'est la performance du jour. Gewen, il est là pour nous et pour vous. Salut, à la semaine prochaine.